France Info. France Info. Bonsoir Michel Serres. Bonsoir. Michel Serres, la semaine dernière, nous avons parlé du maquillage et vous nous disiez que rien n'est plus sérieux au monde que de se maquiller et que la première des techniques est le cosmétique. Cette semaine, nous allons parler du bonheur, on n'est pas très loin. Pas le bonheur simple, le petit bonheur que chantait Félix Leclerc, non, le bonheur statistique, le bonheur national brut, le BNB, le vrai. Notre monde est évalué par des chiffres illisibles pour le commun des mortels, comme par exemple notre richesse, qui est celle du pays, identifiée par le PNB, le produit national brut. Le PNB ne serait pas le reflet de notre bonheur. Les dirigeants politiques, voyant la dette augmenter, ont découvert un argument solide, vous nous le direz en tout cas. Un drame, une catastrophe, en créant de l'activité économique, augmente le PNB et donc la présomption de bonheur. Alors Michel, faut-il changer le thermomètre ? C'est une très vieille question. Ce n'est pas une question contemporaine. Elle a été posée dès le début où on a réfléchi à l'économie, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle. Et je crois que Auguste Comte déjà l'avait posée au début du XIXe siècle. Et cette question est très simple. Et en effet, elle peut se poser sur un cas concret tout simple. Prenons un accident de la route qui devient un accident mortel. Eh bien, c'est vrai, cet accident-là, quoi qu'il peut coûter 2 ou 3 morts et 10 blessés, eh bien, il augmente brut le PNB, c'est-à-dire le produit national brut, mais tout simplement, il occupe des ambulances, il occupe des médecins, il occupe des infirmiers, il occupe des entreprises de pompes funèbres, il occupe des ferrailleurs qui vont prendre le cadavre de la voiture, il occupe les constructeurs d'automobiles qui vont revendre maintenant des voitures neuves. D'une certaine manière, cet accident, on peut le classer comme une aubaine économique. Or, il se trouve qu'il y a des blessés, des deuils, des souffrances, et que du point de vue et humain, un trou de la sécurité sociale. C'est une catastrophe. Et puis, on peut généraliser. Ça, c'est simplement un exemple concret qu'on peut prendre localement. Mais, par exemple, le problème du bruit ou le problème de toute autre pollution, le bruit des avions, des 2 roues, même des chaussures féminines, ça agresse les malades, ça agresse les passants, ça réveille les voisins. Et cependant, le trafic en question, aussi tonitruant qu'il est bénéfique aux marchands, il n'y a pas de doute, il augmente le produit national brut. Donc, d'une certaine manière, c'est le problème global de la pollution, Michel. C'est-à-dire, la pollution blesse, la pollution rend malade, elle peut tuer aussi, mais elle est, d'une certaine manière, une composante essentielle de l'économie. C'est ça, ou un résultat du produit national brut. Alors, toute la question qui se pose là est une vieille question, donc je le répète, mais elle pose une troisième question, si vous voulez, c'est l'équilibre. C'est-à-dire, à partir de quel excès, à partir de quel type de production, à partir de quel type de mobilité, telle que nous la pratiquons, peut-on considérer qu'il y a un bénéfice ou au contraire une nuisance pour les hommes que nous sommes ? C'est-à-dire, comment on peut équilibrer à la fois le bénéfice procuré... Le malheur du drame et le bonheur de l'économie. Voilà. Alors, ça peut aussi se poser d'une autre manière. Et c'est cette autre manière que je voudrais utiliser. Il y en a 2 autres manières. C'est vrai qu'on ne peut pas quantifier le bonheur. Ce qui vous rend joyeux va me rendre triste et par conséquent, c'est parfaitement subjectif. Non seulement subjectif pour les personnes, mais subjectif pour les cultures. Quelque chose qui est considéré comme joyeux en deçà des Pyrénées peut être triste au-delà des Pyrénées. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on peut quantifier dans cette affaire-là ? Eh bien, c'est très simple. Il suffit d'inverser la question et de se dire, du point de vue de l'équilibre, premièrement, combien de gens polluent, par exemple, et combien de gens sont victimes de la pollution. Et là, on a des chiffres. Et là, nous savons, par exemple, que 7% de la population mondiale produit plus de la moitié de la pollution. Alors déjà, on a un chiffrage très intéressant pour savoir quels sont les producteurs et quelles seraient éventuellement les victimes. D'autre part, on a un chiffrage qui commence à devenir intéressant, une analyse assez précise des maladies dues à la pollution. Par exemple, l'asthme, par exemple, les maladies de peau, par exemple, les maladies cardiovasculaires et ainsi de suite. Du coup, en inversant la question, on arrive à la résoudre. Je veux dire par là qu'on a beau rire, et on a raison de le faire, sur le fait qu'on ne peut pas quantifier le bonheur, ce qui reste évident, c'est qu'on peut quantifier le malheur. Donc il ne faut plus juger les pays sur leur chiffre d'affaires. On peut quantifier donc les maladies cardiovasculaires, le nombre des morts, on peut calculer l'espérance de vie, la mortalité infantile, la mortalité des femmes, etc. Et finalement poser la question toute simple, quel prix consentons-nous à payer pour notre alimentation, pour notre confort, pour nos déplacements, pour nos voyages, pour nos spectacles, etc. Quel prix consentons-nous à payer et qui paye ? Puisque 7% des gens produisent la pollution et la majorité des gens la subit. Et en quelle monnaie de malheur payons-nous ? C'est-à-dire en vies humaines, en maladies, etc. Et ça peut se chiffrer.
Et par conséquent, je crois bien qu'en inversant la question, on arrive à la résoudre. Mais là, il se pose une nouvelle question. C'est que, à supposer que je pose la question, voilà, préférez-vous partir 8 jours en avion en vacances ou préserver vos filles du cancer du sein? Bonne question. C'est une bonne question. C'est une question parce qu'il est vrai qu'en accentuant la pollution, on accentue les risques du cancer qui se développe aujourd'hui de manière quasi verticale. Mais évidemment, cette question, elle se pose mal. Pourquoi ? Parce qu'on ne voit pas quel est le rapport, au moins subjectif, de mes voyages quand je pars à San Francisco en avion et du cancer du sein de ma nièce ou de ma fille. Et pourtant, c'est cette question-là qu'il faudrait se poser. Et de poser chaque fois la question, monsieur, vous êtes en train de faire tel et tel acte, et telle pollution, vous risquez un accident, mais d'autre part, souvenez-vous qu'il est lié à la quantité de malheurs qui arrivent non seulement à vos proches, mais à la société. Donc vous êtes en inversant la question, voilà, on peut sans doute la résoudre. Alors le bonheur, c'est ridicule, bien entendu, mais le malheur, c'est chiffrable. Donc vous êtes pour le BNB, le bonheur national brut, et plus pour le PIB qui, effectivement... Tout ça est égal, l'essentiel, c'est de renverser la question pour la rendre résoluble. Voilà, c'est ça. Le bonheur, en effet, n'est pas quantifiable, mais le malheur, hélas, l'est parfaitement. Merci pour ces pistes, Michel Serres. Bonsoir, à dimanche prochain. France Info. France Info. Bonsoir, Michel Serres. Bonsoir. Michel Serres, la semaine dernière, nous avons parlé bonheur national brut, qui serait une mesure plus juste que le PNB, le produit national brut. On peut qualifier le malheur, disiez-vous, pas le bonheur. On sait que 7% des humains provoquent 50% de la pollution, que 100% des habitants de la planète supportent. Il faut changer le thermomètre pour préserver la vie et la planète, que l'on détruit sans scrupule au nom du PNB, disiez-vous. Cette semaine, la polémique. Voilà un vaste sujet. Polémistes, ce sont parfois des auteurs de talent. Polémiques, ce sont des querelles incessantes, voire systématique. On pourrait parler de débat, mais pas toujours. Les anciens et les modernes ont donné un sens plutôt positif à ce mot. La vie médiatique et politique aujourd'hui ne se nourrit plus que de querelles, et l'on nous explique que seuls les disputes, les désaccords retiennent l'attention des publics. Alors, Michel, la polémique est donc devenue le nouvel outil de la communication. Oui, c'est devenu cet outil-là, et en effet, vous avez raison de dire que désormais, la Vulgate, sur ce point, prétend que rien n'avance sans débat, que rien n'avance sans polémique, que la polémique est féconde. On va même jusqu'à dire que la guerre fait faire des progrès. Oui, bon, c'est ce qu'on dit d'habitude, mais il faut réfléchir sur ce point, car d'une certaine manière, rien n'est moins sûr. Je vais prendre quelques exemples. On dit souvent que les sciences font des progrès en raison des grands débats. Je prends 2 ou 3 exemples, si vous voulez. On a fait beaucoup de cas du grand débat à la fin du 19e entre Pasteur et Pouchet. Oui. Vous vous rappelez Pouchet, qui est tout à fait oublié aujourd'hui, disait qu'il y a génération spontanée du vivant, alors que Pasteur disait que le vivant ne naît que du vivant. Alors bon, il y a eu un grand débat, un débat national, un débat qui a fait beaucoup de bruit, même mondialement, et 20 victoires extraordinaires de Pasteur, parce qu'en effet, un vivant ne peut sortir que d'un vivant. C'est devenu, en effet, la vérité. La vérité ? Mais pas tout à fait. Parce que finalement, Pouchet qui disait qu'il y avait génération spontanée, qu'est-ce qu'il disait en fait ? Il disait qu'il faut bien à un certain moment savoir d'où vient le vivant, et depuis que nous savons que l'ADN a commencé il y a 4 milliards d'années, comment a-t-il commencé ? C'est-à-dire comment a-t-il commencé à se repliquer ? Comment a-t-il constitué ses propres constituants, si j'ose dire, à partir de carbone, d'azote, de molécules données ? C'est la problématique de Pouchet. Qui avait raison ? C'est Pouchet. Ah non, c'était Pasteur. Non, les deux avaient raison. Autre polémique, au XVIIe siècle, on invente le microscope. Et alors, bien entendu, on regarde dans les crachats, on trouve des monocellulaires, bien entendu, des cellules. On invente presque la cellule, pas tout à fait à l'époque. Et surtout, on regarde le sperme et les règles des femmes, bien entendu. Et qu'est-ce qu'on trouve là-dedans ? Des spermatozoïdes. Et on trouve dans les règles des femmes, quoi ? Des ovules morts, évidemment. Bon. Et alors, 2 grandes écoles se constituent à ce moment-là, qu'on appelle les spermistes, d'un côté, ceux qui sont du côté des spermatozoïdes, et de l'autre côté, les ovistes, ceux qui sont du côté des ovules. Et chacun prétendait que le vivant venait des spermatozoïdes ou de l'autre. Grande bagarre énorme, jusqu'au jour où un homme nommé Leibniz, un philosophe d'ailleurs, a dit « Et si par hasard le sperme fécondait l'ovule ?» Voilà, et c'était la vérité. C'est-à-dire, la polémique n'avait servi à rien. Et d'une certaine manière, je crois en effet que la Vulgate sur ce point, qui dit
que c'est la discussion qui fait les progrès. C'est un peu vrai dans la mesure où la discussion d'un procès, par exemple, remplace la violence. Alors ça, la discussion, il vaut mieux discuter avec des mots qu'avec des poignards. Ou le match du football, comme vous le disiez. Ou le football aussi. Bon. Voilà. Alors, j'en dirais autant, je crois, de la littérature et de la philosophie. Jamais on n'a tant discuté que dans la scolastique du Moyen-Âge. Ça n'a jamais servi à quoi que ce soit. Jamais on n'a tant discuté jusqu'à la mort, quelquefois, que dans les écoles grecques, etc. Mais là, ça n'a jamais servi à quoi que ce soit. Vous tuez le débat, là. Oui, je crois que je suis en train de démontrer aujourd'hui que la dialectique, que le débat n'a jamais servi à rien. La dialectique ou le débat ? N'a jamais servi à rien. C'est-à-dire qu'au fond, quand je lis Pascal, je trouve que les pensées sont très profondes, que ses écrits scientifiques sont prophétiques, etc. Pauvre homme, quand il écrit les Provinciales, il s'est laissé aller à la polémique et c'est pas vraiment intéressant. Alors, c'est vrai pour la science, que ça ne sert, je crois, à rien. C'est vrai pour la philosophie et la littérature. Et alors là, vous venez de dire une chose très importante. Vous venez précisément de dire que c'est l'outil de communication. Alors là, oui. C'est-à-dire, c'est le spectacle. À la télé, à la radio, qu'est-ce qu'on fait ? On organise un débat. On a besoin d'un débat. Et le débat ne sert à rien parce qu'en général, il y en a toujours une des parties qui dit des bêtises, mais c'est du spectacle. Oui, mais alors il finance l'étude, le spectacle. La guerre, c'est le spectacle. La guerre, c'est le spectacle. Et à ce moment-là, vous avez raison de dire que à la radio, à la télé, désormais, on fait des débats. Dans la presse, dans les livres. Ils ne servent à rien, ça ne fait avancer rien du tout, mais ça fait avancer le spectacle, et ça vend, et c'est vendeur. Et l'inventeur, là, qu'est-ce qui fait avancer ? Eh bien, c'est tout autre chose, cher ami. Un inventeur, c'est pas quelqu'un qui discute, c'est pas quelqu'un qui débat, c'est pas quelqu'un qui se bat, c'est pas quelqu'un qui fait de la polémique, c'est quelqu'un qui, tout d'un coup, a une intuition venant d'ailleurs. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle « Savants et philosophes ont le tour du monde ». Pour écrire quoi ? Pour prendre des exemples d'inventeurs extraordinaires en sciences, en philosophie, en littérature, qui viennent simplement d'ailleurs. Ils ne se sont jamais battus, mais ils représentent, je sais pas, les animistes, personne n'est animiste ici, les fétichistes, personne n'est fétichiste, ils représentent des cultures d'ailleurs. L'inventeur vient d'ailleurs, mais la polémique, elle sert à rien. Si, elle sert, vous avez raison, mais elle sert au spectacle. Si aujourd'hui, vous voyez par la fenêtre quelqu'un qui se bat, on va y aller, on va regarder. Oui, mais elle participe à la culture générale, mais cette pas polémique. Du tout. C'est grâce à ça qu'on nous informe. Au néant, absolument. C'est-à-dire, rien ne passe là, c'est pas de l'information, c'est du spectacle. C'est-à-dire, vous voyez deux personnes se battre. Ils se battent pourquoi ? On s'en fout. L'essentiel, c'est qu'ils se battent. C'est le spectacle. Et les médias sont fondés sur l'idée du spectacle et non pas de l'information. C'est-à-dire, on n'apprend rien par le débat, la polémique ou la dialectique même, qui est leur logique même. On n'apprend rien, mais on assiste badant à un spectacle formidable. Et avec vous, l'information est soviétique. Alors, il n'y a pas de débat, donc il n'y a qu'une vérité. Alors elle ne se discute pas. Évidemment, mais dans un débat, c'est très intéressant d'en discuter, mais c'est pas de la polémique, c'est simplement une sorte de mise à jour d'une nouveauté. Et voilà, je crois que la polémique ne sert vraiment à rien. Excusez-moi. Ce n'est pas un bon argument que de dire qu'une vérité dogmatique la remplace. C'est pas vrai. Michel Serres, merci, bonsoir et à dimanche prochain. France Info. France Info. Bonsoir Michel Serres. Bonsoir. Michel Serres, la semaine dernière, nous parlions des polémiques, de la polémique qui prend de plus en plus de place dans notre paysage médiatique et culturel. Et vous affirmiez sans embâche que la polémique ne sert à rien, elle n'apporte rien au débat d'idées, que lui, vous rejetez aussi un peu d'ailleurs. Cette semaine, la discrimination. Étonnante information qui nous est parvenue du Canada en cette rentrée scolaire. Une école privée pour Noirs a ouvert ses portes à Toronto, réservée aux jeunes Afro-Canadiens. Elle s'appelle l'Afrique Alternative School. Son but, lutter contre l'échec scolaire. Son moyen est plus que controversé et fait débat, le cadre de l'enseignement, les professeurs, la matière enseignée, tout fait référence à une culture qu'il faut préserver et cela devient un ghetto ou un apartheid à rebours selon les détracteurs de cette initiative. Les enfants apprennent simultanément les mathématiques et le tam-tam, mais les Blancs perçoivent-ils la gravité des questions raciales ? Michel, est-ce que c'est une école qui a un sens pour vous ? Je ne sais pas. Je ne sais pas débattre de cette question, je ne sais pas trancher de cette question, je ne sais pas choisir dans cette question pourquoi. Parce que si on la met au clair, ça veut dire pour préserver une culture, est-ce qu'il faut la mettre à part ? C'est-à-dire, le mot apartheid arrive, comme vous le voyez, c'est-à-dire, faut-il mettre les immigrés d'une minorité ensemble, faut-il mettre les Africains ensemble, etc. Faut-il séparer les gens les uns des autres ? Et je ne sais pas répondre à cette question, d'abord,
pour moi et ensuite en raison de mon expérience. Pour moi d'abord, j'ai une ethnologie, moi aussi, je suis occitan d'origine, mes parents parlaient le gascon à table, faut-il sauver cette culture-là? La réponse est évidemment oui, mais le peut-on? C'est ça la question. Parce que pour sauver cette langue-là, il faudrait avoir des locuteurs. Or, ce pourquoi elle est en train de mourir, car elle meurt, ce n'est pas seulement parce que les instituteurs ont fait des efforts pour que les gens parlent français, ils auraient pu très bien être bilingues. Non, non, c'est tout simplement parce que les populations rurales qui occupaient 70% de la population sont tombées à 2%. Et il n'y aurait dans ce dialecte rural que 2% désormais qui seraient des locuteurs de cette langue. Donc c'est en raison de cette disparition de l'agriculture que les chiffres en Bretagne, dans le sud-ouest, en Alsace sont à peu près tous les mêmes. Le nombre des locuteurs baisse irrésistiblement malgré les efforts méritoires des militants et même de l'éducation nationale. Vous voyez ? Bon, alors la question est de savoir comment alors sauver cette langue-là. Ben, cette langue-là... Il faut la rendre obligatoire justement, dans l'éducation nationale, on peut la rendre obligatoire. Par exemple, à Barcelone ou dans le pays catalan, on a rendu obligatoire le catalan et on considère l'espagnol comme une langue étrangère. Eh bien, irrésistiblement, le catalan s'en va aussi. Mais pourquoi? Le catalan, encore, c'est un peu spécial. Mais par exemple, le gascon, par exemple, le breton, par exemple, toutes les langues en question, les langues régionales, ou ce qu'on appelle les langues de France maintenant, n'ont pas un corpus complet. Qu'est-ce que j'aurais fait, moi, si j'avais été biochimiste, si j'étais dans une langue qui ne sait pas comment on dit ADN, si j'avais été géomètre dans une langue qui ne dit pas octaèdre, si j'avais été, etc., dans des langues techniques. Donc, qu'est-ce qu'une langue? Alors là, c'est un vrai problème. Eh bien, la réponse à cette question, une langue, c'est un idiome qui peut tout dire, c'est-à-dire octaèdre aussi bien que je t'aime, et je t'aime aussi bien qu'ADN, vous voyez. Et pour revenir alors à mon école, là, oui, je voudrais que vous m'y rameniez. Une langue qui ne peut plus tout dire, ou une culture qui ne peut plus tout dire, est forcément en disparition. Et d'ailleurs, bon, vous parlez des Africains, c'est très bien, des Afro-Canadiens, mais la France, aujourd'hui, le français est une langue qui avait des corpus de tout, qui pouvait réellement tout dire. Mais si maintenant on enseigne la géométrie en anglais, la biochimie en anglais, si on publie toutes les sciences en anglais, le corpus en question va disparaître. Donc le français va être une langue qui ne pourra plus tout dire. Et dès lors qu'une langue ne peut plus tout dire, eh bien elle est morte virtuellement. Vous voulez dire que la culture afro-canadienne dont on parle est en fait une vision... C'est pas ça. C'est que c'est vrai qu'il faudrait la conserver, mais pour conserver une culture, et c'est là la fin de ma discussion, il faudrait définir ce que c'est qu'une culture. Et une culture, c'est exactement le contraire de cet apartheid dont on est parti. Pourquoi? Parce qu'une culture, c'est par définition un mélange. Et je prends l'exemple en France du XVIIe siècle. Le XVIIe siècle classique est le siècle qui était français par excellence. Français, vous le croyez? Mais c'est curieux. Corneille était espagnol, Racine était grec, Molière était italien, Bossuet parlait latin ou pratiquement, La Fontaine puisait son inspiration chez les hindous. Par conséquent, c'était déjà un mélange. Voyez. Et en sens que je suis cultivé, je ne suis pas tellement plus cultivé qu'un autre, mais enfin c'est vrai que j'ai l'accent gascon, je parle français pourtant, je couche plutôt allemand parce que je préfère la façon de coucher des Allemands, je me débarbouille plutôt québécois. Bref, j'ai l'impression que ma culture même est un mélange, vous voyez. Et je crois que pour conserver les cultures, si vous les mettez dans un ghetto, vous les tuez. C'est exactement contre-productif. Je crois que les cultures ne vivent que par ce mélange-là, c'est-à-dire l'apport des cultures voisines. Eh bien, pour ce nouvel éloge du mélange, voilà. Merci Michel Serres. Bonsoir et à dimanche prochain. France Info. France Info. Bonsoir Michel Serres. Bonsoir. Michel Serres, la semaine dernière, nous avons traité de la discrimination et vous nous disiez que pour préserver une culture, il ne faut en aucun cas la mettre à part. Le mélange enrichit, l'isolement tue, disiez-vous. Cette semaine, la performance. Crise ou pas crise, il faut toujours faire mieux. C'est devenu un principe, une loi, et méprisables sont ceux qui osent penser autrement. Mais faire mieux, c'est quoi? Dans la société moderne, mieux, c'est souvent plus. Mieux, c'est un meilleur chiffre d'affaires, pas une meilleure qualité.
en tout cas pas partout. Le consommateur lui-même, premier coupable, recherche le moins cher au détriment du mieux, cela fixe la règle de la performance, cela établit les règles de base du monde du travail. Et ce mal se retrouve également dans l'art qui, comme le sport, s'adapte à la masse, qui génère les gros chiffres, et les humains craquent, pas toujours les plus faibles, ce sont souvent au contraire les plus acharnés, les plus motivés, qui culpabilisent et désespèrent les premiers. Alors, Michel, l'éloge de la performance ? Oui, la performance est un sujet extrêmement difficile et équilibré. Et la preuve, c'est que vous avez employé deux adverbes, l'adverbe plus et l'adverbe mieux. Et en effet, la performance, c'est atteindre un maximum, dépasser les autres et à la rigueur se dépasser soi-même. Et vous connaissez la devise des Jeux Olympiques, plus haut, plus fort, plus vite, plus loin, oui, plus haut. comme parlait latin à l'époque. Alors, je voudrais bien définir la performance pour y voir clair. Vous remarquez qu'il y a un préfixe et une racine, performance, et que la performance est ce qu'on appellerait en mathématiques une extrapolation. C'est-à-dire, vous avez une loi et vous allez plus loin sur la loi. On va faire plus, mais sur le même format, performance. Et par exemple, vous allez faire mieux sur le 100 mètres, vous allez faire mieux sur le saut en hauteur, vous allez faire mieux dans tel et tel processus professionnel ou technique, mais de toute façon, c'est l'extrapolation sur la même lignée. Et c'est ainsi, par exemple, qu'on va dire les records. Un record sur le 100 mètres, un record sur le saut en hauteur, alors on ajoute ou on retranche des secondes ou des centimètres. Et là, on voit très bien que c'est une extrapolation, c'est-à-dire on continue sur le même chemin. Et du coup, en continuant sur le même chemin, on durcit le chemin, on rend le chemin encore plus habituel, c'est-à-dire on en remet sur le format. C'est toujours le même 100 mètres, c'est toujours le même saut en hauteur, c'est toujours le même marathon avec la même vitesse. Mais il est de plus en plus dur. Et il est de plus en plus dur. Alors donc, on durcit le format et la question de la performance pose aussitôt la question, qu'est-ce que c'est que le format ? À quoi sert le format ? Et je dirais volontiers, c'est à ce moment-là que je répète que la question est équilibrée et difficile, c'est que rien n'est meilleur que le format. Parce qu'en effet, par exemple, un format, ça vous permet de lire un livre parce qu'il y a une page, parce qu'il y a des marges en haut, en bas et de chaque côté, parce qu'il y a des paragraphes qui se séparent, que les mots sont séparés, qu'il y a une orthographe. Ça vous permet de lire. Rien n'est meilleur que le format. Rien n'est meilleur que les unités physiques. Rien n'est meilleur que les partages. Rien n'est meilleur que l'ordre. Rien n'est meilleur que la présentation d'un site s'il n'y avait pas une bonne présentation, l'écran de l'ordinateur un site internet ne serait pas lisible. Et par conséquent, rien n'est meilleur que le format. Et les grandes civilisations gagnent sur le format. Les grands formats qui ont été inventés pour compter la monnaie, compter le temps, compter l'espace, compter la perspective, etc., à Venise au XVIe siècle, ont donné à l'Occident un avantage majeur. Bon, mais une fois qu'on a cet ordre, qu'on a ces unités, qu'on a ces mises en route, ces mises en ordre, alors on rentre dans une étude et à ce moment-là, rien n'est pire que le format. Parce que ce format-là, c'est une sorte de prison. Et il tue n'importe quoi. Par exemple, l'Égypte a certainement dominé le monde en raison de ses formats. Et elle a péri de ses formats. Et je crois que c'est probablement ce qui arrive aux civilisations en décadence, c'est qu'elles sont dans un format donné. Du coup, l'invention qui sauverait, qui aurait sauvé l'Égypte, qui aurait sauvé Rome, qui nous sauverait. L'invention, c'est surtout sortir du format. J'ai parlé, je crois, dans une autre émission de Pasteur. Pasteur sort absolument de la biologie de son temps. Il invente des microbes. Einstein sort du format. Et il ne continue pas Newton, il invente toute autre chose. Galois en mathématiques. Saint Paul, devant les philosophes grecs, est ridicule. Il est sous la risée des philosophes grecs, mais il invente la totalité de l'ère moderne. Voilà, c'est-à-dire, donc, l'inventeur par rapport au format est inattendu, imprévu, chaotique, etc. Alors, on peut faire l'apologie du format pour les habitudes, pour l'efficacité, etc. Mais à un certain moment, le format tue tout. Et du coup, je dirais volontiers que nous en sommes là ici. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous voyez les commerces, si vous voyez les grands magasins, si vous voyez les hôtels, le même lit avec toujours la télévision à droite du lit, etc. Oui, la salle de bain moulée maintenant. Exactement. Et puis le format des nouvelles à la télé, le format des nouvelles à la radio, notre format à nous-mêmes qui est toujours le même, avec les mêmes questions, avec les mêmes réponses, avec le même temps, etc. Eh bien, nous allons mourir de ça. Donc faire plus, c'est très bien. À un certain moment, ça durcit le format, mais le format endurcissant tue exactement toute l'invention. Donc faire plus, c'est jamais faire mieux.
Donc voyez, il faut arriver à faire mieux, donc à abandonner le format. C'est-à-dire que le premier, c'est jamais celui qui arrive le premier, c'est souvent l'outsider. C'est-à-dire celui qui est de côté, qui se moque du format et qui tout d'un coup invente diagonalement une nouvelle Oui, chose. mais c'est le consommateur, c'est le client qui fait marcher tout le système et qui donc entraîne le format à se reproduire à l'infini. Et tout ce que vous voudrez, mais alors dans la consommation, justement, il y a un format tel qu'elle entraîne la société en question dans sa propre décadence. Et donc là, l'idée d'inventer à partir... Je vais prendre un exemple. Si le format consiste à arriver le premier au sommet d'une montagne, et si tout d'un coup l'histoire veut que l'essentiel soit de savoir nager le mieux possible, il faudra descendre de la montagne, et celui qui est le premier arrivé sera le dernier. Voyez, donc le format est le meilleur et la pire des choses. Donc je retiens, Michel, que le format est le meilleur et la pire des choses et que la performance ne peut pas se contenter du format. Michel, merci, bonsoir et à dimanche prochain. France Info. France Info. Bonsoir Michel Serres. Bonsoir. Michel Serres, la semaine dernière, nous avons parlé de la performance et vous nous avez expliqué que le format est à la fois la meilleure et la pire des choses et que la performance ne peut fournir que le plus et pas le mieux. Cette semaine, le secret. Régulièrement des procès dans l'actualité avec la référence au secret de l'instruction, si peu respecté. Mais pas de jour non plus sans révélation dans la presse de secrets plus ou moins réels, quelquefois labellisés secret défense que les politiques aiment tant à mettre en avant. Secret de fabrication pour les entreprises qui préservent leur savoir-faire, secret des grands initiés sur les grands mystères de l'histoire. Les secrets sont souvent dévoilés, les carnets secrets publiés, comme ceux de ces anciens policiers ou espions naïfs dont on parle en ce moment. Alors secret, ça veut tout dire. Et vous n'êtes pas juriste, Michel. D'abord, le mot secret est très intéressant parce qu'il a un préfixe, le préfixe « ce » qu'on retrouve dans « séparer » ou dans « ségrégation ». Et « se cernere » en latin, ça veut dire les choses mises à part, mises de côté, ce qui est de côté, ce qui ne fait pas partie des choses principales. Et la première distinction de ce genre, c'est privé-public. Ce qui est publiable, qui est publié, et ce qui est privé, qui est dans la sphère de l'intime. Alors bien sûr, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a du privé ? En effet, l'intime que madame a dans son sac a souvent été acheté au grand magasin, bien entendu. Mais d'abord, je voudrais rire du secret. Commencer par le rire. C'est-à-dire, il y a une folie du secret. Et les sciences occultes, vous savez, les ésotérismes de toute farine. Absolument, je voulais y faire référence tout à l'heure. L'ancienne revue Planète, par exemple, qui dévoilait des secrets de Polichinelle ou des secrets idiots. Et surtout, aujourd'hui, le succès mondial de Da Vinci Code, Voilà, vous voyez, oui. qui est quand même une farce abominable, qui a un trucage terrible. Et ça se vend bien, en tout cas. Voilà, c'est un marché, précisément. Et ça fait rêver. Et voilà, ça fait rêver. C'est surtout, ça met les gens dans des tromperies abominables. C'est l'idée qu'il y a quelque part un secret à trouver, qui expliquera tout, et qu'il suffit d'acheter le livre pour le savoir. Non, monsieur, la vraie recherche ne se passe pas comme ça. Elle coûte beaucoup plus d'efforts, de patience et de temps. Bon, alors revenons à trois choses. D'abord, la technique du secret. Elle est très intéressante. Et le grand homme du siècle, évidemment, c'est Turing, qui était professeur de mathématiques dans un grand collège de Cambridge et qui a été le premier à décrypter les messages secrets de l'armée allemande. Oui, et que hélas, la Grande-Bretagne a tué pour les récompenser d'avoir sauvé la guerre. Vous savez sans doute que les langues indiennes de la Monument Valley ont été utilisées par l'armée américaine dans la guerre contre le Japon comme langue secrète. Il s'agit là de cryptographie. Alors cette cryptographie, qui est une science aujourd'hui très développée en théorie informatique et qui s'appuie sur la théorie des nombres, est une science aujourd'hui très importante, dont je parlerai peut-être tout à l'heure, mais qui se relie aussi à des sciences très anciennes, très très anciennes. Les premiers secrets, par exemple, qui ont donné lieu à l'alchimie, mère de la chimie, a été des secrets de faux, de falsification de métaux, d'alliage, etc., qui ont donné naissance peu à peu à la vraie science. Et savez-vous, par exemple, qu'au XVIIe siècle, les mathématiciens s'envoyaient des défis pour résoudre les problèmes et ils envoyaient à leurs correspondants, à la fin de leur lettre, la solution en langage cryptographié. C'est-à-dire, j'ai la solution et je t'enverrai le code le jour où tu auras aussi trouvé la solution, mais ce sera moi le premier. Vous voyez ? Donc, la cryptographie est très ancienne et aujourd'hui, c'est tout à fait nouveau. Et cette cryptographie touche au code. Qu'est-ce que c'est qu'un code ?
Alors là, voilà, on revient maintenant à la politique du secret dont on a parlé justement à propos de l'accès et de la divulgation, que toute hiérarchie suppose un secret, c'est-à-dire le verrouillage de l'information et la rétention de l'information. Le pouvoir a besoin des secrets. Le pouvoir, c'est ça. C'est-à-dire que la démocratie repose précisément sur le dévoilement et la divulgation des secrets. Et la science également. Il n'y a eu de science réellement que dès lors qu'on a publié la totalité de la science. Il faut partager l'information. Dès qu'il y a un secret, il n'y a plus de science. Il n'y a pas de doute. Mais je voudrais aussi dire sur le secret quelque chose de beaucoup plus simple. C'est mon nom, votre nom, Michel Polaco. C'est-à-dire, est-ce que votre nom est un nom propre? Mais non, c'est pas un nom propre. Des Michel, il y en a des millions. Des Serres, il y en a aussi des millions. Donc mon nom propre, c'est pas Michel Serres. Mon nom propre, c'est le code de mon ADN. Tiens, c'est curieux, il est tellement secret que je ne le connais pas. C'est-à-dire, je ne connais pas mon nom propre, même pas vous, même pas aucune des personnes qui nous entendent. Et on a le droit maintenant d'envoyer son ADN aux États-Unis. C'est un véritable secret. Et du coup, ça donne l'idée alors que la personne ou l'individu ou la personne privée est un secret à lui tout seul. C'est-à-dire, aussi amoureux que je sois de ma petite amie, il est bien clair qu'au bout d'un certain nombre d'années que nous vivons ensemble, on finit par savoir qu'il y a une boîte noire personnelle de la petite cassette qui ne s'ouvre jamais et qu'on ne connaîtra jamais et que la personne elle-même ne connaît jamais parce que moi-même, je ne connais pas la boîte noire qui réside au fond de ma conscience. Et la preuve de ça, c'est que des autobiographes vraiment très bons dans l'intime, comme Saint-Paul, comme Saint-Augustin, comme Rousseau, comme Proust, ont écrit des milliers de pages pour essayer d'explorer cette boîte noire et qui ne sont pas arrivés tout à fait à la dernière page de ce secret. Très fond du secret et que de l'être donc, humain. d'une certaine manière, l'être humain, c'est vraiment celui qui est à part, l'individu, c'est-à-dire qu'il y a un secret au fond de nous-mêmes et qu'il est même secret pour moi-même. Donc pour vous, nous sommes toujours à la recherche de notre propre secret. Finalement, c'est le Être à seul la qui vous recherche intéresse. beaucoup, mais si ça nous intéresse, alors on peut faire des milliers de pages et ne pas parvenir tout à fait à l'énigme totale qu'est la personne humaine. Et alors ce culte du secret dans la société moderne, dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, alors il vous paraît décalé ou... C'est tout à fait ridicule. C'est-à-dire Da Vinci Code est une farce abominable, bien Oui, sûr. mais les secrets défense, les secrets en politique, les secrets de l'instruction, tous ces secrets dont je vous parlais tout à l'heure. Mais je crois précisément que la vraie démocratie, c'est une sorte de loi des trois États, la révélation, comme vous avez dit, du mystère d'abord. Premièrement, la révélation. Deuxièmement, la divulgation du secret, n'est-ce pas, divulguer. Et tout d'un coup, la vulgarisation. C'est-à-dire, je crois que là, la vraie démocratie, c'est la perte totale des secrets. Premièrement, la vraie science, c'est la publication des secrets. Deuxièmement, la démocratie, c'est précisément l'accès universel à toute information. Merci Michel Serres, bonsoir et à dimanche prochain. France Info. France Info. Bonsoir Michel Serres. Bonsoir. Michel Serres, la semaine dernière, nous parlions du secret. Pas de science, il y a secret. Révélation, publication, divulgation et vulgarisation sont les bases de la démocratie, disiez-vous. Le dernier secret étant lié à notre plus grande intimité, dans notre code génétique qu'aucun d'entre nous ne connaît, la personne humaine reste une énigme. Aujourd'hui, nous allons parler de murs. Le 9 novembre sera l'occasion de célébrer la chute du mur de Berlin, la fin d'une histoire tragique qui a duré près de 30 ans, symbole d'une guerre froide qui en a duré près de 50, marque de la coupure en deux de l'Allemagne, alors nazie, et focalisation de la friction entre pays de l'Ouest et pays du pacte de Varsovie à l'Est. Le régime communiste s'est effondré en Russie, puis dans les pays satellites, les frontières se sont ouvertes vers la liberté, le mur de la honte a été détruit, nous en conservons des morceaux comme des pierres de lune, mur un symbole, et ce n'est sans doute pas le seul mur auquel vous pensez, Michel. Ah bien sûr, ici il s'agit de l'histoire, c'est-à-dire un mur qui a été détruit, mais depuis la destruction de ce mur, il s'en est construit beaucoup d'autres, en particulier un mur entre les USA et le Mexique, comme vous le savez, à la frontière mexicaine, et un autre entre Israël et Israël, qui est bien connu. Et par conséquent, la question est de savoir, oui, nous avons des frontières, mais quoi au sujet des frontières non poreuses au moment de la mondialisation? Ça a commencé avec le grand mur de Chine, C'est quand la même. vraie question, oui, c'est vrai. Et puis toutes les villes étaient environnées de murailles, c'est vrai. Alors, c'est vrai que les humains, nous nous divisons en tribus, en accents, en nations, en culture, en langue, en régime politique, en religion, et que nous aimons bien fermer pour rester chez nous. Et la question que je pose au moment de la mondialisation, c'est de dire, est-ce que la nature, elle, se divise de la même manière comme l'humanité ou comme les cultures? Ben, il y a deux réponses à cette question, et elles sont très intéressantes. La première, c'est que non, la nature ne se divise pas puisque la chaleur est universelle, le vent passe partout, il se moque des frontières, la pluie, la neige, les météores, etc. Et l'attraction, comme on dit, est plus que mondiale, elle est universelle.
Et par conséquent, les lois de la physique sont universelles. Elles ne connaissent pas de frontières. Que ce soit en Chine ou sur la Lune, l'attraction vaut. Et la loi de Newton est donc universelle. Elle n'a pas de frontières, il n'y a pas de mur. Mais il y a la vie. Et la vie, effectivement, a des murs. Et les cellules ont des membranes, les arbres ont des écorces, les poissons ont des écailles, les mollusques ont des coquilles, et les mammifères comme nous ont le derme et l'épiderme. Par conséquent, on est enveloppé, une enveloppe en général, la peau. Et pourquoi ? Parce qu'il y a des questions d'offensive et de défensive, c'est-à-dire que l'organisme se protège et se défend. Mais quelle que soit la dureté de la coquille, quelle que soit la dureté de l'écorce, quelle que soit la non-porosité de la membrane, elles ont des pores, elles ont des portes. C'est-à-dire, elles ferment, mais il y a des endroits d'ouverture. Pourquoi ? Parce qu'il y a des échanges. Il y a des échanges. Et donc, la vie suppose l'ouverture, c'est-à-dire les échanges. Défense, certainement, mais échanges. Et donc, autour des villes, en effet, il y avait des portes. Et d'une certaine manière, on peut faire l'histoire des villes. Et vous avez parlé de la muraille de Chine, mais on pourrait parler des murailles des anciennes villes, comme Carcassonne, comme Richelieu, etc., où il y a encore des restes de ces murailles d'enceintes, mais qui ont des portes et que peu à peu les villes ont été ouvertes, c'est-à-dire ont démantelé leur défense. Et du coup, la vie aussi a fait ça, c'est-à-dire elle a peu à peu évolué des gigantostracés vers les mammifères, c'est-à-dire que le dur était finalement dedans et non pas dehors. Or, nous, pendant ce temps, nous avons quand même tendance à toujours fermer. Et imaginez maintenant ce que c'est qu'une boîte. Bien, une boîte, c'est 4 murs, un plancher et un plafond. Où sommes-nous, Michel Polaco, en ce moment ? Nous sommes dans une boîte. Et je crois que la société aime parfaitement les boîtes bien cadenassées. Et la question sur laquelle je vais finir, c'est la question suivante. Qu'est-ce que la société met en boîte ? Eh bien, elle met les tomates et les melons dans des serres vitrées. Elle met les criminels en prison, elle met les poules à la basse-cour, elle met les soldats dans des casernes et des casemates, elle met les vaches dans la grange, elle met les porcs dans les usines d'élevage, elle met les enfants de tous âges à l'école et à la bibliothèque, bien enfermés avec leurs enseignants, elle met les femmes à la maison, le plus souvent dans certaines cultures, elle met les poissons rouges dans l'aquarium, elle met les malades à l'hosto, elle met les bêtes sauvages au zoo, elle met les savants dans les labos, elle met les ouvriers à l'usine, les cadres au bureau, les cadavres dans les cercueils, les champions dans des salles de musculation, les voyageurs dans des autos, dans des wagons ou dans des fuselages, les putains dans les bordels, les phénomènes dans les concepts, les idées en théorie, et les nouvelles à France Info, bien encadrées, bien répétées, dans des postes de radio et de télé qui sont encore des boîtes. Donc la société adore les boîtes, nous vivons en boîte, nous passons d'une boîte à l'autre, et quelquefois, les jeunes, quand ils veulent se promener ou s'amuser, eh bien, le soir, ils vont où ? Ils vont en boîte. Voilà. Et d'une certaine manière, je suis affolé de ça, nous sommes toujours à tourner en rond dans des prisons. C'est étrange, n'est-ce pas ? Vous venez de m'écrire un poème de Prévert, là, c'est une litanie à la Prévert. J'espère écrire un peu mieux que ce mauvais poète. Ah, je l'aime beaucoup. Mais à vous entendre, donc, ça veut dire que les murs n'ont pas d'avenir, puisque finalement, on les perd, on les perd fort. C'est probablement ce qu'il y a de plus archaïque au monde que cette défense-là. La preuve, c'est que dans l'histoire des villes, les murailles se démantèlent. Le mur de Berlin, alors pour y revenir, puisque c'était le sujet de base. Mais ça a été considéré évidemment comme une liberté. Mais le problème, c'est pas de commémorer la chute du mur de Berlin, c'est d'essayer de considérer que les murs qui ont été construits devraient à leur tour être détruits. L'histoire montre que c'est le démantèlement des murs qui est l'avenir. Il y avait des octrois à l'entrée des villes, il y avait des murailles à l'entrée des villes qui étaient difficiles à franchir. Et au fond, l'histoire des villes a montré que dès qu'elles étaient ouvertes, elles vivaient mieux et elles étaient plus prospères. Et pourtant, au fond, l'avenir, c'est la paix, finalement. L'avenir, c'est la paix et la peur construit des murs. Et la peur construit des murs. Michel Serres, merci. Bonsoir et à dimanche prochain. France Info. France Info. Michel Serres, bonsoir. Bonsoir, Michel. Michel Serres, la semaine dernière, nous parlions du mur de Berlin et vous nous disiez que les enceintes, les pots et les écailles étaient percés de pores et de portes. Rien n'est complètement étanche, sinon peut-être la folie des hommes. Cette semaine, parlons du toucher et du monde tactile qui nous envahit. Écrans de téléphone, d'ordinateur, iPhone et boutons d'ascenseur, écrans en braille pour les aveugles, un sens prend le dessus, le toucher, l'effleurement, le contact
se substituant à des mouvements millénaires et mécaniques, comme si nous devenions tous des pianistes. Cela me fait aussi penser au savant tétraplégique Hawkins, dont c'est le seul moyen de communication, le seul lien. Alors Michel, êtes-vous tactile ? Le toucher, c'est d'abord l'abolition de la distance. Et dans le tactile dont vous parlez, il s'agit de l'accès à l'information et même à la connaissance par le tact et seulement par le tact. Et nous en avions parlé déjà au moins 2 fois à propos du zapping, vous vous souvenez, avec les zapettes, oui, et les même télécommandes. à propos des aveugles. Alors justement, je voudrais comparer maintenant le tact aux autres 5 sens. Parce qu'il y en a 6, comme vous savez. Alors, nous avons à notre disposition des mots courants pour dire ceux qui manquent de tel ou tel sens. Et nous disons par exemple aveugle pour celui qui voit mal ou qui ne voit pas. Nous disons sourd pour celui qui entend mal ou qui n'entend pas. Mais qui connaît les mots qui désignent ceux qui manquent ou de goût ou de l'odorat ? Eh bien, ces mots sont très peu connus. Anosmique, c'est celui qui manque d'odorat, et agueusique, c'est celui qui manque de goût. Alors là, on a appris quelque chose. N'avez-vous pas remarqué que dès lors qu'on a des mots si rares, c'est que probablement on méprise un peu à la fois le goût et l'odorat, alors qu'on met en avant beaucoup l'ouïe et la vue. C'est vrai qu'on a le sentiment que c'est plus important de voir. Voilà, donc et d'entendre. il y aurait une hiérarchie des sens. Voilà. Alors, inversement, comment nommer celui qui n'a pas de tact ? C'est très difficile. De tact tactile. Quand on est dit bien d'accord. intact, ça veut dire celui qui n'est pas touché, pas Voilà. celui qui ne touche pas. On dirait peut-être inapte, je ne sais pas. Et pourtant, alors que nous n'avons pas de mot réel pour dire celui qui manque de tact, sauf qu'il manque de tact tout simplement, nous observons tout de même que pour les autres sens, ils sont liés à 1 ou 2 organes qui sont situés en des points singuliers du corps, comme les oreilles, le nez, la langue, les yeux. Alors que le tact court sur la totalité du corps, c'est la totalité de la peau qui est concernée. Donc d'une certaine manière, le tact devrait être beaucoup plus important que les autres sens. Et d'ailleurs, lorsque j'ai écrit moi les 5 sens, j'en ai fait le premier des sens et j'ai commencé par le toucher. Et vous dites plutôt le tact que le toucher. On dit les deux, bien entendu, mais tact a les 2 sens, à la fois physique et moral. Manquer de tact, ça veut dire sans doute manquer de gentillesse ou d'équanimité. Mal touché quelque Mal part. touché, voilà. Et puisqu'on parle de tact, je vais vous faire remarquer qu'il y a justement, pour le tact, des mots très peu connus et des mots très rares. Connaissez-vous par exemple une science qui s'appelle la tribologie ? Eh bien, la tribologie est une science qui est à la fois une science physique et une science médicale qui étudie les effets des frottements et des frictions. Voilà une science du tact, une science du toucher. Et elle a découvert ça, le savez-vous, que 2 corps qui sont en contact, développent entre eux, lorsqu'ils se frottent, un 3e petit feuillet au moment du frottement. Comme s'ils produisaient ou qu'ils créaient une sorte de tiers corps, de corps 3e. Une énergie quelque part. Tribologie. Connaissez-vous un autre mot qui dérive aussi d'un mot ou latin ou grec concernant le tact, c'est l'aptonomie. Et c'est une technique très connue maintenant et pratiquée par les femmes enceintes ou par les femmes qui viennent d'accoucher et qui est accompagnée de façon prénatale ou postnatale et qui permet, par des attouchements bien ordonnés et précis, de préparer à la fois l'accueil de l'enfant avant sa naissance et après sa naissance. On se rapproche du massage là alors. Presque de la caresse, mon cher. De la caresse. Voilà des mots tribologie, aptonomie, qui sont des disciplines assez rares qui montrent à quel point le toucher est méprisé. Et je voudrais parler du mépris du toucher. Pourquoi ? Parce que je suis du midi de la France. C'est-à-dire qu'il y a des cultures du toucher et des cultures où on ne touche pas. Dans les pays latins ou dans les pays du Midi, eh bien, on se prend volontiers par les épaules, on se prend volontiers par la taille, on s'embrasse, alors que dans le Nord ou les pays anglo-saxons, de telles conduites sont souvent considérées comme méprisables, comme agressives, indélicates, comme presque des quasi-viols. Vous voyez donc la distance. La distance est vraiment très importante. Et savez-vous que horrible, ça veut dire les poils qui se dressent lorsque quelqu'un s'approche de moi. Et la distance, vous voyez, la distance donne le caractère d'horreur définit justement cette distance. Et du coup, né dans le sud de la France et n'ayant besoin ni d'autonomie ni de tribologie, j'ai dû apprendre à m'éloigner, d'abord quand j'ai émigré à Paris et ensuite quand j'ai émigré aux États-Unis. Mais je voudrais quand même revenir à votre sujet pour finir. Voilà. C'est-à-dire l'accès à l'information et à la connaissance par le tactile. À l'écran de votre iPhone. Voilà. Et avez-vous remarqué que la plupart des gens, ou même la plupart des philosophes, c'est-à-dire à la fois les ignorants et les savants, croient que la vision est le modèle de l'accès à la connaissance ? Eh bien, c'est une erreur. L'ouïe est un accès aussi important que la connaissance, ainsi que l'odorat.
voix, la preuve qu'entendre signifie comprendre, et que sentir passe évidemment Signifie par le nez. percevoir. Du coup, j'adore un philosophe qui justement a mis le tact au centre de tout. C'est un certain Lucrèce qui dit que la vision nous met directement en contact avec des membranes que chaque chose que nous voyons émet et disperse dans l'espace. Et ces membranes circulent à toute vitesse dans l'espace entre nous, comme des peaux mobiles qu'il appelle des simulacres. Elles se posent sur nos yeux. Et vous voyez là que ce modèle du tact abolit toute distance. La vue crée la distance. On a du recul quand on voit, tandis que quand on touche, on a l'impression que la distance s'abolit. Et si Lucrèce avait raison, alors nous nous caresserions sans arrêt les uns les autres et nous caresserions le monde qui nous caresserait. Et du coup, l'espace du tact, c'est l'espace de la caresse, c'est-à-dire la fin des distances, le bonheur et la paix. Eh bien, Michel, avec vous, je parie sur la caresse. D'accord pour la bise et pour se serrer la main. Bonsoir et à dimanche prochain. France Info. France Info. Michel Serres, bonsoir. Bonsoir Michel. Michel Serres, la semaine dernière, nous parlions du monde tactile. Et vous nous disiez que vous donniez la priorité à ce sens parce que la peau couvre tout le corps. Cette semaine, parlons de l'espionnage. Les célébrations de l'effondrement du mur de Berlin nous ont remis en mémoire cette ville qui fut la plaque tournante des espions pendant la guerre froide. Mais l'espionnage est intemporel, politique, économique. Il sert aussi à capter les secrets d'alcôve, on l'a vu. Patrick Pénaud, l'auteur des Rendez-vous avec X sur France Inter, publie cette semaine un recueil des plus grands portraits d'espions, avec bien sûr celui de Farewell, toute récente vedette d'un film assez romancé. L'espionnage suscite les fantasmes, OSS 117, James Bond, SAS, mais aussi la femme la plus célèbre, Mata Hari, et puis le SDEC, caricaturé par Pierre Dac. Alors Michel, êtes-vous comme les Britanniques, un défenseur de l'intelligence service, un métier de gentleman ou un métier de voyou? Oui et non, c'est-à-dire je ne crois pas beaucoup à ces faux héros individuels qui sont généralement inventés pour le roman ou pour le cinéma. En fait, je crois... Et je préfère San Antonio, qui est plutôt un héros dérisoire. Pourquoi ? Parce que l'espionnage, en fait, s'organise socialement. Et par exemple, les îles britanniques ont eu une influence réelle en Inde. Pourquoi ? Parce que la franc-maçonnerie créait des clubs dans les grandes villes et ils jouaient sur le snobisme simplement de la haute société. De la même façon, les partis communistes de la planète ont offert du renseignement à l'Union soviétique simplement parce que ce n'étaient pas des espions, mais c'est simplement des militants. C'est la meilleure formule de La meilleure transmission formule, de c'est de ne l'information. pas voler l'information, de ne pas l'acheter, mais de se la faire offrir exactement par ceux qui collaborent. Mais il y a quand même un héros. Et quand même un héros, celui-là, je voudrais en faire l'éloge aujourd'hui et de façon vibrante. Ce héros-là, c'est Alan Turing. Alan Turing. Vous savez sans doute que tous les ordinateurs sont des machines de Turing. Cet homme britannique est né en 1912 et il crée l'idée, le principe des ordinateurs en 1935, c'est-à-dire à 23 ans. Et qu'est-ce qui arrive ? Il arrive qu'en 1939, dès la déclaration de la Seconde Guerre mondiale, il est mobilisé dans les services du chiffre, et le voilà à la tête d'une armée extraordinaire de milliers de gens, de petites mains qui étudiaient les questions de chiffrage. Or, il se trouve qu'à cette époque-là, l'armée allemande avait à sa disposition une machine électromagnétique qui s'appelait Enigma précisément, Génial. qui était tout à fait géniale et qui avait pour mission de coder tous les messages de l'amirauté, des services aériens et des services à terre. Et en particulier vers les sous-marins, Voilà, vers exactement. les grands cuirassés. Il se comme trouve le donc Bismarck. à la tête de ces décodeurs. Turing invente une autre machine, encore plus extraordinaire qu'Enigma, qu'on appelle Colossus. Et ce Colossus-là réussit, au milieu de la guerre, à décrypter la totalité des codes ennemis. Et à partir de là, toute l'astuce des Alliés fut de cacher aux Allemands qu'ils avaient la compréhension de la totalité claire de leur message secret. Et donc, on peut dire sans hésiter là que la victoire a été due en grande partie au fait que Colossus a vaincu Enigma. En fait, Au vous fond, mettez en avant l'espionnage sur l'espion. Là, le héros, c'est vraiment Alan Turing. Il n'y a pas de doute. Non seulement il a gagné la guerre d'une certaine manière, mais il a gagné la paix puisque nous sommes tous ses enfants, puisque nous avons des ordinateurs. Or, le drame se joue là, à ce moment-là.
C'est-à-dire, dès qu'il est devenu, en principe, le héros des îles britanniques, il revient tout benoîtement enseigner dans son université. Et il lui arrive un petit pépin, tout simplement. Il est cambriolé quelques années après son retour dans l'enseignement. Et il va donc déclarer ou porter plainte à la gendarmerie, à la police de son pays, de son cambriolage. Et on lui demande, est-ce que vous connaissez éventuellement celui qui vous a volé ? Oui, répond-il, bien sûr, je le connais, c'est mon amant. Ah mon Dieu, dit le commissaire de police, vous êtes donc homosexuel ? Mais bien sûr, il dit, je suis homosexuel. Et à ce moment-là, il est arrêté. C'est lui qui est arrêté. Il est jugé. Et en 1950, il est condamné à choisir entre la prison et une sorte de soin, un traitement pour castration chimique. Et on lui fait absorber des estrogènes, vous savez, de ces estrogènes qui donnent au mâle une poitrine féminine. Et à partir de là, humilié, offensé, il se suicide en croquant une pomme qu'il avait empoisonnée au cyanure de potassium. Et c'est ainsi que l'armée britannique, c'est ainsi que la nation britannique a remercié le héros qui lui avait fait gagner la guerre en le condamnant à mort. C'est-à-dire, c'est ainsi que son pays a honoré celui qui l'a sauvé. Et je suis complètement étonné qu'à côté de ces héros de carton comme OSS, comme SAS, mais Farwell, etc., c'est une vraie histoire. tu parles, l'essentiel, c'est toujours social. Il n'y a réellement d'espionnage que là, et dans ce décryptage-là de Colossus contre Enigma. Et je suis très étonné qu'aucun roman, qu'aucun réalisateur de cinéma n'ait jamais eu l'idée de porter au cinéma cette histoire d'Alan Turing, qui est un héros extraordinaire et qui a été vraiment humilié, offensé et condamné par son propre pays, alors que précisément, il avait collaboré de façon majeure à la victoire de son pays sur l'armée nazie. Et on peut dire d'une certaine manière, en matière d'espionnage, que la guerre a été gagnée parce que, je le répète, Colossus avait battu Enigma. Oui, mais depuis 50 ans, il y a bien d'autres guerres qui ont été gagnées par bien d'autres espions. Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que là, cette histoire tragique, c'est une histoire de méconnaissance et d'absence de reconnaissance. C'est-à-dire que là, l'espion, c'est-à-dire celui vraiment qui a déchiffré les messages ennemis, a été condamné pratiquement à mort par son propre pays. Et là, c'est un drame tragique comme Farwell extraordinaire. a été abandonné à son sort chez les Soviétiques. J'aurais bien voulu précisément qu'il y ait un roman, qu'il y ait un film sur Alan Turing, parce qu'il est à la fois le héros de la guerre et le héros de la paix, puisqu'il est le père des ordinateurs. Eh bien, je suis sûr que vous serez entendu, Michel Serres. Merci, bonsoir, à dimanche prochain. France Info. France Info. Bonsoir Michel Serres. Bonsoir Michel. Michel Serres, la semaine dernière, nous avons oublié de signaler la publication par France Info aux éditions du Pommier du tome 3 de nos chroniques, Le sens de l'info. Ce qui montre qu'il y a eu un tome 1 et un tome 2, n'est-ce pas ? Absolument, comme le dirait la palisse, sous le titre Michel Serres, petite chronique du dimanche soir. Alors voilà, donc c'est réparé. De nombreux auditeurs nous demandent régulièrement de retrouver les textes de ces chroniques. C'est fait. Alors, dimanche dernier, nous parlions de l'espionnage et vous avez surtout voulu nous raconter le sort injuste d'Alan Turing, l'homme qui a permis de casser les codes de l'armée allemande, c'était un Anglais, pendant la guerre, et qui, poursuivi pour homosexualité, a fini par se suicider. Cette semaine, nous allons parler de l'ambition. Un art, un talent, une qualité, ou lorsqu'elle est poussée à l'extrême, un très vilain défaut. Qu'est-on sans ambition ? Que fait-on de bien sans ambition ? Mais que de crimes ou de trahisons au nom de l'ambition. Alors Michel, est-ce l'ambition qui a fait de vous un académicien, un marin, un écrivain et un philosophe célèbre, chroniqueur à France Info? Pour éviter cette attaque frontale, je vais d'abord m'adresser à mes amis de Bordeaux et à mes amis de la région lyonnaise. Pour trouver un support. Oui, parce que les gens de Bordeaux savent parfaitement ce qu'est le bec d'Ambès. Et ce titre-là, ce mot de lieu, désigne l'endroit où la Dordogne se jette dans la Garonne pour former la Gironde qui, elle, se jette dans la mer. Et de la même façon, du côté de Lyon et du département de l'Ain, quelques agglomérations portent le nom d'Ambérieux. Ambérieux en Bugey. Ce qui veut dire les deux rivières. Pourquoi ? Bec d'Ambès et Ambérieux. Pourquoi ? Parce que le mot latin ambo veut dire les deux. Comme ambidextre. Voilà, comme ambidextre, exactement. Alors Ambès, c'est les deux rivières Dordogne et Garonne, et Ambérieux, c'est deux rivières moins connues. Très bien. Et le mot déambuler, par exemple, veut dire en effet marcher, mais marcher sur les deux jambes ou les deux pieds. Ce qui est assez normal. Aux merveilles de la langue, est-ce que vous savez que le verbe aller est simplement une contraction vraiment très forte du mot ambuler ou déambuler, qui veut dire marcher. Et d'ailleurs, les cavaliers connaissent très bien l'allure. Allure encore, ça veut dire déambuler.
voulez, l'allure de l'amble, où les deux membres du cheval vont... La monture se déplace en même temps, les deux membres de chaque côté. De chaque côté. Ouais. Voilà. Et par conséquent, très beau, d'ailleurs, c'est comme très part. simple de voir qu'en Bèze, en Berrieux, déambuler, aller ou l'amble, c'est la même famille de mots que ambition. Et ambition, par conséquent, c'est simplement la description linguistique du double jeu. Du double Du jeu. double jeu. Ambition, ça veut dire simplement ça veut dire aller dans deux endroits à la fois, c'est-à-dire avoir un jeu caché et un jeu ouvert, c'est-à-dire jouer double jeu, tout simplement. Donc l'ambition, ça n'est pas quelque chose Non, d'affiché obligatoirement. Pas du tout. Pourquoi ? Parce que celui qui est ambitieux et qui affiche son ambition, il est naïf et il ne va pas très loin parce qu'il se suscite aussitôt beaucoup d'ennemis. Et par conséquent, en général, l'ambitieux cache son jeu, il n'est pas naïf. Donc par conséquent, premièrement, comment va-t-il réussir, l'ambitieux ? Premièrement, par hypocrisie, c'est-à-dire il va cacher son jeu, c'est un hypocrite, parce que s'il jouait, je le répète, à visage découvert, il se susciterait aussitôt beaucoup de concurrents. Premièrement. Et deuxièmement, comment réussit-il ? Alors ça devient intéressant. Il est ambitieux en général pour glorifier son propre moi, son propre amour-propre. Il voudrait que tout le monde parle de lui et flatte son amour-propre. Et par conséquent, il y a dans l'ambitieux un petit côté narcisse. Et l'idée de Narcisse va montrer comment l'ambitieux réussit. Parce que vous savez que Narcisse se regarde dans la fontaine. Il se trouve très beau. Et il se trouve très beau. Mais c'est que la moitié de la vérité. Pourquoi est-il fasciné par son propre visage ? Mais il est fasciné par son propre visage pour une raison très simple. C'est que Narcisse, ça aussi c'est un mot qu'il faut ouvrir exactement comme ambitieux. Et que narqué en grec, ça veut dire le poisson torpille. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire ce poisson qui donne une décharge électrique à celui qui les touche. Et le mot narcotique vient exactement de Narcisse, et le torpeur, c'est exactement le poisson de torpille. C'est-à-dire que le narcisse, non seulement est fasciné par son image, mais il réussit dans ses entreprises parce qu'il fascine tout le monde. C'est-à-dire qu'il torpille tout le monde. Et il se stimule aussi, quand même. Il plonge tout le monde dans une sorte de fascination narcotique. Vous voyez que les mots disent vraiment les bonnes choses. Et du coup, bien entendu, tous les narcisses ne sont pas des ambitieux, mais les ambitieux sont tous des narcisses. Voilà, alors hypocrisie, deuxièmement narcissisme, fascination, et il réussit comme ça. Les narcisses, vous savez, sont des gens dangereux parce qu'ils vous torpillent facilement. Et puis, l'ambitieux, finalement, je crois qu'il se trompe, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'il désigne les grandeurs, il veut les grandeurs d'établissement, il ne veut pas les grandeurs réelles. Alors, j'aime raconter, moi, ou décrire les niches qui se trouvent dans la façade de l'Hôtel de Ville de Paris, ou les statues, vous savez, qui sont sur la cour du Louvre, là. Et l'ambitieux, qu'est-ce qu'il désire ? Il désire remplir une niche. C'est-à-dire remplir une niche déjà là, quelque chose qui est déjà fait par la société. Vous voyez ? Et par conséquent, il veut prendre une place, quoi. Il veut prendre une place, mais il n'invente pas la place. La différence entre l'ambitieux et celui qui a réellement une vie réussie, c'est que l'un désire une place toute faite par la société, tandis que l'autre invente sa propre place, même si elle n'est pas visible, même si elle n'est pas glorieuse. Donc l'ambition, telle que vous la décrivez, est plutôt un vilain défaut. On ne peut pas dire ambition juste de gagner mieux sa vie, de donner du bonheur à sa famille. Je préfère décrire que juger, vous voyez. Il vaut mieux décrire et voir vraiment ce que c'est que la gloire, là, vous voyez. C'est-à-dire, au fond, tout le monde cherche la gloire, tout le monde croit que la gloire, c'est très intéressant. La gloire n'est que sociale. La gloire ne touche que les niches, comme je viens de parler, ou les statues dont je viens de parler. Bon, ben la gloire, quand on l'a pas, d'une certaine manière, on a l'impression que c'est vraiment très intéressant et qu'il faut à tout prix la chercher. Et d'ailleurs, tout le monde la cherche d'une certaine manière, que ce soit par l'argent, que ce soit par le pouvoir, etc. Mais au fond, ce n'est rien du tout. Et là-dessus, la langue française dit les choses excellemment, puisque dans le peuple, on dit il a fait ça pour la gloire, c'est-à-dire pour rien. Et au fond, la gloire, ce n'est rien. Et quant à moi, puisque vous m'avez pas allé attaquer de front, je dirais volontiers que je suis, de mon côté, un successeur de mes ancêtres cathares, qui disaient que plus on s'élève dans la hiérarchie sociale, plus on s'approche des puissances du mal. Et ça, c'est la leçon des cathares d'autrefois, auxquelles je suis resté fidèle toute ma vie. Eh bien, merci Michel Serres. Je n'ose plus avoir d'ambition ou l'ambition d'être votre ami. Je vous dis bonsoir, à dimanche prochain. France Info. France Info. Michel Serres, la semaine dernière, nous parlions de l'ambition. Un art, un talent, une qualité, mais non. Selon vous, et partant de l'étymologie du mot, ce double jeu qui emploie deux chemins, jeu caché et jeu ouvert, est empreint de cynisme et d'hypocrisie. Ce narcissisme, disiez-vous, n'est que volonté de glorifier son propre moi pour la gloire, et vous ajoutiez donc pour rien.
Cette semaine, revenons sur la main d'Henri. Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face de la Terre aurait changé, selon Pascal. Comme la main de Thierry Henry, si elle n'avait pas eu lieu lors de ce terrible match gagné contre l'Irlande, ne nous aurait pas permis de nous qualifier pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud, mais nous aurait peut-être épargné la honte. Toute victoire n'est pas bonne à prendre, on ne peut gagner à n'importe quel prix, disent les uns. Les erreurs d'arbitrage sont monnaie courante, disent les autres, et je crois que vous en êtes, Michel. Oui, parlons des erreurs d'arbitrage si vous voulez, mais prenons un peu de recul parce que je suis intéressé par le sport et il y a deux sortes de sports. Ce qu'on pratique pour améliorer sa santé, d'une part, et d'autre part, ce qui donne un spectacle qui draine les foules et l'argent. Le showbiz. Alors, les sports du spectacle ont deux buts. Premièrement, organiser une opposition ou un débat, puisque la violence, comme vous le savez, est le spectacle par excellence. Deuxièmement, puisque c'est un débat et une opposition, il faut gérer la violence. Or, pour gérer la violence, il n'y a que les règles. Ça, vous nous l'avez expliqué plusieurs fois. Plusieurs fois, je voulais m'en référer. L'utilité de la gestion de la violence de par la le sport, règle, oui. voilà. Et bien sûr, pour un match donné, basket, rugby ou football, ce que les anglo-saxons appellent soccer, il y a des règles d'espace, c'est-à-dire la dimension du terrain, des règles de temps, c'est-à-dire la durée des mi-temps, 40 minutes, 30 minutes, etc., ou 45, et puis surtout des conduites du corps. Au football, il ne faut pas toucher le ballon avec la main, on peut tacler, au rugby, on peut plaquer, mais on ne peut pas plaquer à la gorge, etc. Donc il y a des conduites très spéciales. Et surtout, et nous y sommes, il y a la présence d'un arbitre. Et c'est de cet arbitre que je voudrais parler. Et d'abord, je voudrais traduire le mot arbitre en anglais. Cette traduction est double. Un arbitre, ça s'appelle en anglais referee, où vous reconnaissez immédiatement le mot français référence. Référence, oui, absolument. Où il s'appelle umpire, U-M-P-I-R-E, où vous reconnaissez aussitôt le mot non-pair ou impair. L'arbitre est l'impair. En effet, s'il y a deux équipes sur le terrain, ils sont en nombre pair et seul l'impair fait la décision, puisque c'est lui qui décide évidemment de la majorité. Et alors, j'avais dit justement dans les premières chroniques que la pratique d'un sport était pédagogiquement intéressante parce que ça me permettait de gérer la violence. Et ça gère la violence par le droit. Et celui qui tient les règles, celui qui tient les droits, c'est l'arbitre. Parce que le droit vous protège contre la violence et l'arbitre décide et vous protège contre la violence. En effet, si vous avez un geste de trop, il y a coup franc et vous pénalisez votre équipe. Où est le droit ? Or, voilà, nous y sommes. Sur les erreurs, vous avez remarqué que l'arbitre ne revient jamais sur sa décision, sauf cas exceptionnel, quand il consulte un autre arbitre, sur la touche par exemple, ou au rugby maintenant, quand il fait consulter l'image de télévision. Or, l'image de télévision, souvent, n'arrange rien, parce qu'elle est aussi indécidable que la vision de l'arbitre. Ça arrive, oui. Et par conséquent, voilà, comment peut-on expliquer que l'arbitre ne revienne jamais sur sa décision ? Eh bien, tout simplement parce qu'il est faillible. L'arbitre est infaillible parce qu'il est faillible. Et c'est ça ma thèse, et la thèse est incontournable. Pourquoi ? Je vous dirais comme le pape. Eh bien, c'est très simple. Parce que, comme il se trompe toujours, disons qu'il se trompe 5, 6 fois, 10 fois, 15 fois par partie, comme il se trompe toujours, alors il faudrait toujours faire appel de sa décision. Et donc, s'il fallait faire appel de sa décision, il faudrait refaire le match. Mais si on refaisait le match, cher ami, il faudrait refaire le match refait. Parce que l'arbitre, de nouveau, se tromperait 5 à 10 fois. Et donc refaire Et tous donc les ça matchs. serait indéfini. Et donc il n'y aurait plus de saison, il n'y aurait plus de rencontres, il n'y aurait plus de sport du tout, de sport collectif du tout. Par conséquent, il faut tenir l'idée qui est strictement juridique que l'arbitre est infaillible parce qu'il est faillible. Parce que précisément il se trompe, il faut qu'il soit absolument l'arbitre de la décision. Donc l'erreur est dans la substance de son travail, en fait. C'est ça, c'est-à-dire le fait qu'il soit le décideur tient au fait qu'il est dans l'erreur. Et l'erreur étant humaine, étant normale, eh bien, il est bien évident qu'il ne faut pas revenir sur la décision, puisqu'autrement, on reviendrait toujours sur la décision. Et par conséquent, qu'est-ce que l'arbitre ? C'est le juge du procès qui se déroule sur la pelouse, et ce procès est sans appel. Il est sans appel parce qu'on ne peut pas sans arrêt refaire le match et on le referait tout le temps. Sauf les médias. Alors, attendez, on va revenir sur les médias tout à l'heure. Et il y a un mot qui le dit, le mot populaire, c'est marquer le but. Ce n'est pas l'avant qui marque le but, ce n'est pas l'arrière qui marque le but, ce n'est pas le trois quarts qui marque l'essai. C'est le team, c'est parce l'équipe. Que marquer ne veut pas dire lancer un ballon dans un panier ou lancer un ballon dans un embut ou dans des filets, pas du tout. Ça veut dire marquer sur un papier.
Ah oui. Sur un calepin, marquer un but. Qui marque le but? C'est l'arbitre. C'est pas l'avant qui marque le but. Donc, le but est un événement juridique créé par l'arbitre, marqué par l'arbitre, et non pas du tout par le joueur. Et par conséquent, une rencontre de sport collectif est un pur événement juridique dont l'arbitre est le maître absolu. Et du coup, évidemment, on peut toujours faire un débat par la suite, mais il n'a rien à voir avec le sport. Le débat des médias, le débat sur l'erreur, etc., n'a rien à voir avec le sport, parce que qu'est-ce que le sport? C'est un événement juridique, l'arbitre est le libre arbitre, alors que les joueurs sont soumis simplement aux règles. Et dans cette affaire, donc, il n'y a pas de honte, selon vous? Mais pas du tout, c'est pas de la morale, c'est du droit. C'est pas de la morale, c'est du droit. Et comme c'est du droit, les discussions de morale et de honte sont hors sport. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de débat du tout. C'est-à-dire l'arbitre est souverain et c'est le libre arbitre. Alors que les joueurs et nous sommes soumis simplement aux règles. Et donc Domenech et l'équipe de France pourront aller en Afrique du Sud, la ça, tête haute. ça m'est complètement égal. L'essentiel, c'est de voir exactement ce que c'est que le droit, ce que c'est que le libre arbitre et ce que c'est que la décision, et finalement une philosophie très profonde sur l'erreur. Michel Serres, merci. J'arbitre, l'émission est terminée. Bonsoir, à dimanche prochain. France Info. France Info. Bonsoir Michel Serres. Bonsoir. Michel Serres, la semaine dernière, nous parlions de la main d'Henri qui nous a qualifiés pour la Coupe du Monde et vous disiez que l'arbitre est infaillible en droit parce qu'il se trompe en fait. C'est ça le passage du fait au droit, disiez-vous. Donc pas d'appel ni de raison de remettre en cause l'acte d'arbitrage. Cette semaine, en regardant les gazettes, nous avons vu bien des articles sur le pistage des internautes notamment. Chaque mot, chaque geste inscrit dans le silicium et les databases trace notre chemin et ponctue notre vie dans une totale indiscrétion pour les siècles des siècles. Et je ne dis pas amen. Impossible de se faire oublier, et nombreux sont ceux qui réclament le droit à l'oubli. Alors l'oubli, Michel, justement, devrait-il être constitutionnel? Vous savez, les siècles des siècles, c'est rare parce que le support est tellement fragile qu'il se détruit relativement vite. Ah, on va peut-être les copier. Enfin, en tout cas, vous m'avez donné 6 minutes, je vais faire 6 éloges de l'oubli. Comment? Simplement en disant que l'oubli est le fondement de la mémoire, parce que la mémoire est un tri, et ce qui est éliminé est évidemment aussi important que ce qui demeure. 6 éloges de l'oubli. Comment? Premièrement, en psychologie. Évidemment, en psychologie, il y a 2 pathologies notoires. D'abord, le manque de mémoire ou amnésie qui empêche de vivre, bien sûr. Mais ce qu'on nous dit rarement, c'est que l'excès de mémoire est aussi une pathologie grave, l'hypermnésie. Et il y a une nouvelle de Borges, par exemple, qui dit qu'un homme mettra toute sa vie à tenter de se rappeler de tous les détails absolus de la première journée de sa naissance. Et il a raison, c'est-à-dire il y a tellement d'événements et tellement de détails que si on se souvenait de tout, on serait évidemment malade. Mais évidemment, ce qui paraît oublié ne l'est pas toujours, puisque cela s'appelle chez certains psychologues le refoulé. Voilà. Donc pour la c'est ça psychologie. l'excès de mémoire, ça existe. C'est, oui, l'hypermnésie, c'est ça. Deuxièmement, l'histoire. Non seulement la psychologie individuelle, mais l'histoire collective. Et l'histoire s'adosse à une masse énorme de données, une masse énorme de non-dits. Et là, de nouveau, nous retrouvons le même tri. L'histoire, c'est une infinité de détails. Et l'historien, d'une certaine manière, il est intéressant de dire que l'historien a toujours raison. Pourquoi? Parce que lorsqu'il opère un tri, c'est un tri selon une certaine théorie, et il s'adosse toujours à suffisamment de détails, il trouvera toujours suffisamment de détails pour montrer qu'il a raison. Et ça, c'est assez mauvais signe d'avoir toujours raison, puisque la science, comme vous le savez, se construit avec et le par doute. L'erreur. L'erreur et le doute. Voilà. Psychologie, premier éloge. Deuxième éloge, l'histoire. Troisième éloge, la connaissance. Vous savez la différence qu'il y a entre une tête bien faite et une tête bien pleine, puisque la culture est aussi un tri, et on l'a défini souvent. C'est ce qui reste quand on a tout oublié. Quand on a tout oublié. Et par conséquent, là aussi, pour la connaissance, il est intéressant d'oublier, puisque c'est l'oubli qui fonde précisément la tête bien faite de quelqu'un, contrairement à la tête bien pleine, qui serait hypermnésique de nouveau, mais là en matière ou de science ou de connaissance. Quatrièmement, je vais de plus en plus sérieux, je vais parler maintenant d'éthique ou de morale. Et en morale, l'oubli s'appelle le pardon. Et qu'est-ce qu'un homme vertueux? C'est très simple. Un homme vertueux, c'est un homme en bonne santé. Il est en bonne santé physique, il est en bonne santé mentale, tout simplement parce qu'il ne crève pas de ressentiment. C'est-à-dire, la maladie la plus grave au point de vue mental et même au point de vue physique, c'est cette espèce d'ombre sur l'âme que fait le désir de vengeance. Et ça, c'est l'homme de ressentiment. Et l'homme de ressentiment est toujours malade de ressentiment. Et par conséquent, je défend la thèse que le vertueux est en bonne santé. Il est en bonne santé, pourquoi? Parce qu'il pardonne. Et parce qu'il oublie aussi. Il oublie, c'est pardonner, c'est oublier du point de vue moral. Alors, psychologie, histoire,
connaissance, morale, je viens d'en parler à propos du pardon, et maintenant le droit. Alors en droit, l'oubli est devenu un fait de droit et il s'appelle la prescription. Voilà, c'est ça. Et la prescription est plus ou moins longue selon le délit ou le crime qui a été commis. Et je tiens la thèse de nouveau que la prescription est le fondement de la justice. Pourquoi ? Parce que s'il n'y avait pas de prescription, alors il y aurait la vendetta. Et c'est le correspondant de la vengeance morale de tout à l'heure, dont je parlais, qui rend malade celui qui a le ressentiment. Et là, évidemment, dès qu'il y a prescription, on enlève la nécessité de se venger de la vendetta de génération en génération, ou comme vous le diriez très bien, dans les siècles des siècles. Vous voyez. Voilà. Auquel cas, la prescription est évidemment le fondement du droit. Et grâce à la prescription, il peut y avoir un droit. Et sixièmement, je voudrais finir par le religieux. Et le religieux est très intéressant et je voudrais, avec les auditeurs, relire le chapitre 25 d'un livre de la Bible qui s'appelle le Lévitique. Et là, dans le chapitre 25 du Lévitique, il y a quelque chose de très intéressant qu'on appelle le jubilé. Et le jubilé arrive, d'après les textes les plus anciens en hébreu, le jubilé arrive à une semaine d'année, c'est-à-dire 7 fois 7 ans, c'est-à-dire la 50e année. Et qu'est-ce qui se passe à la 50e année ? Eh bien, on remet les pendules à zéro, si j'ose dire, selon cette métaphore. C'est-à-dire, on va effacer les dettes, on va par exemple libérer des esclaves, on va revenir sur les ventes ou sur les abus, et d'une certaine manière, c'est le jour du grand pardon, mais oui. Du pardon non pas moral, mais alors financier, mais alors la hiérarchie, etc., tout ce qui est esclavage, etc. Et pourquoi ça s'appelle le jubilé ? Pour une raison très simple, c'est que tous les 50 ans, devant le temple de Jérusalem, on sonnait une corne de chèvre, qui en hébreu s'appelle yobel, c'est Yobel. le nom de la corne, et on sonnait l'arrivée du jubilé, et le mot jubilé vient de yobel, c'est-à-dire la corne de chèvre. Vous voyez donc que psychologie individuelle, histoire collective, connaissance du point de vue scientifique, morale du point de vue de la santé physique et mentale, le droit pour la prescription et les rites religieux, vous voyez que je ne connais pas d'instance humaine qui ne soit pas fondée sur l'oubli. Alors on parle souvent du devoir de mémoire et je confirme avec vous que le devoir d'oubli est probablement aussi important puisque l'oubli fonde la mémoire. Eh bien, Michel, merci, c'était très intéressant. Et je vous demande de ne pas oublier que nous venons de sortir le tome 3. Oui, nous venons de sortir le tome 3 de nos petites chroniques du dimanche soir. Ne l'oublions pas. Voilà, et n'oubliez pas la semaine prochaine. Au revoir. Bonsoir, merci. France Info. France Info. Bonsoir, Michel Serres. Bonsoir. Michel Serres, la semaine dernière, nous parlions de l'oubli. Et vous nous expliquiez qu'il n'y a pas de vie possible sans oubli. Trop se souvenir encombre la mémoire et ne permet pas d'avancer et de progresser dans la vie. Cette semaine, les promesses. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient, on dit quelques cyniques, dont un grand homme politique français contemporain. Promesse, c'est l'espoir, promise, c'est la fiancée. Les promesses sont le pavé de la vie politique, mais aussi de la vie professionnelle ou privée. Sans promesse, nous n'aurions pas de rêve, un mot sur lequel d'ailleurs il faudra qu'on revienne un de ces jours, Michel. Alors Michel, vous qui êtes gascon ou proche, faites-vous des promesses de gascon ? Chaque pays, chaque province doit supporter son petit racisme. Vous savez sans doute que les Grecs doivent supporter le mot grigou, que les Bulgares doivent supporter le mot bougre, que les Auvergnats sont avares et que les Gascons sont menteurs. Et vous n'avez rien pour les Périgourdins. J'ai dû rire toute ma vie de ce mot-là. Bon, enfin, la promesse suppose en effet, quand on l'a fait, de part et d'autre d'un contrat, par exemple, la bonne et la mauvaise foi, c'est-à-dire la confiance ou la défiance. Et du coup, le mot promesse permet de dériver sur le mot foi. Et en effet, le mot foi est intéressant parce qu'il est privé. Ma fiancée veut dire celle en qui j'ai confiance. Elle m'a donné sa parole et je lui ai donné. Donc, le fiancé veut dire celui qui a la confiance, qui n'a pas la défiance. Et puis, cela donne la vertu de fidélité. Et puis aussi, de temps en temps, on fait à l'autre des confidences, ce qui suppose qu'il ne les trahira pas, qu'on ne ment pas quand on fait des confidences et que la personne qui les reçoit ne va pas les publier. Mais d'autre part aussi, en public, on peut faire des défis. Le défi, c'est encore quelque chose qui touche la confiance, et ce qui touche la défiance, c'est le perfide. Vous voyez, ça, c'est le domaine privé. Donc vous liez directement promesse à et défi foi, et confiance. Bonne foi et mauvaise foi. Voilà. Est-ce que tu fais la promesse de bonne foi ? Est-ce que je l'entends de mauvaise foi, etc. Et ceci est privé, je l'ai dit pour le fiancé, mais ceci est aussi public.
Et on oublie souvent qu'en finance, on dit le fiduciaire, c'est-à-dire le papier que je vous me donnez, j'ai confiance que vous me le rembourserez. Fiduciaire, c'est la fidélité. Et que aussi les lois supposent cette confiance-là publique, c'est-à-dire la fédération ou le fédéré, c'est le fédéral latin qui est la loi. Le fédéré, c'est encore le même mot que la fidélité. Et par conséquent, c'est à la fois privé et public, mais cela pose un problème historique très intéressant. C'est que, à l'époque du droit oral, on était lié par la promesse, donc par la bonne et la mauvaise foi. Mais dès qu'on passe au droit écrit, on peut toujours montrer à quelqu'un qu'il a fait une promesse écrite. Pourquoi ? Parce que, comme l'on dit, les paroles volent et que l'écrit reste. Absolument. Verba volant, scripta manent. Et dès le moment où vous avez la promesse écrite, vous avez un témoignage que cette promesse a été faite, puisqu'elle a été écrite. Et par conséquent, d'une certaine manière, la question de la promesse, de la bonne et de la mauvaise foi suppose l'oralité. Voilà, c'est-à-dire une le droit promesse oral. n'a pas besoin d'être écrite. Voilà. Et du coup, à l'époque du droit oral, on avait besoin réellement de la bonne et la mauvaise foi de la personne. Et du coup, il y avait une morale très forte de tenir sa promesse, de tenir parole. Et le mot fiancé, du point de vue privé, veut dire ça. Il y a promesse de mariage entre un tel et un tel. Et cette promesse suppose la fidélité à la parole donnée. D'où cette phrase terrible Oui. que les promesses n'engagent que ceux qui les Oui, croient. c'est ça. Oui, ça, c'est justement la mauvaise foi de celui qui Voilà. tenait la promesse. Et du coup, pour tenir le coup à cette promesse-là, il fallait passer du droit à la morale. Il y avait une morale de la bonne foi, de tenir sa parole. Et dans les pays sans écriture, la foi jurée est quelque chose de sacré. Alors, on passe du droit à la morale et de la morale à la religion. Voilà. Et du coup, la bona fides, la bonne foi, était une déesse romaine qui datait du premier ou du second roi de Rome qui s'appelait Numa et qui avait son temple sur le Capitole à côté de celui de Jupiter. Quel dommage qu'elle ne soit plus là. Voilà, c'est ça. Et elle garantissait évidemment les contrats publics, les contrats privés, et même dans la Rome ancienne, les contrats internationaux. Et il est remarquable que les sacrements de l'Église romaine, catholique romaine, soient souvent des sacrements de la foi jurée, c'est-à-dire le baptême, la confirmation, le mariage, l'ordre. Vous voyez, ce sont des sacrements de la foi jurée qui datent probablement de la plus haute antiquité romaine. Voilà ce qui concerne le mot foi. Mais le mot foi a pris un sens tout à fait nouveau avec le christianisme, puisque foi ne veut plus dire alors foi jurée, ne veut plus dire confiance ou défiance, mais ça veut dire la foi en Dieu, c'est la vertu théologale de la foi, espérance, charité, c'est-à-dire la croyance profonde en Dieu. Et sur ce point, je voudrais dire un mot très important. Il y a une doctrine qu'on appelle le fidéisme. Et le fidéisme, c'est la doctrine selon laquelle la religion n'a rien à voir avec la raison. Et ça, c'est très intéressant de voir cela, parce que tout le monde croit aujourd'hui que toute la raison est dans la science, et que la religion n'a pas du tout de raison. Et la foi n'a pas besoin de Voilà. science, d'ailleurs. Mais voilà, alors vous êtes fidéiste en disant ça, et la fidéisme est une doctrine qui a été condamnée par l'Église, et je ne suis pas fidéiste du tout. Pourquoi ? Parce que toute la raison n'est pas forcément dans la science, et il y a dans la religion quelques traces de raison. Et ça, c'est très très intéressant de le dire, mais pour cela, il faut évidemment définir une autre sorte de raison, ce à quoi je m'emploie depuis, disons, 50 livres. Voilà. Eh bien, nous y reviendrons sans doute un de ces jours, Une tous les de ces deux, à la raison. Mais vous voyez, pour arriver de la promesse à la raison, c'est très important, puisque c'est intéressant. un chemin extraordinaire entre le droit oral, le droit écrit, et ensuite le passage à la morale et à la religion. Voilà. Et dans le monde d'aujourd'hui, donc, le mot promesse, quelque part, il est un peu désuet, finalement. C'est pas la question, c'est la question que nous sommes aujourd'hui en droit écrit, et que par conséquent, la promesse écrite, elle est forcément tenue, et si elle n'est pas tenue, il y a évidemment appel devant les tribunaux. Et par conséquent, c'est surtout la bonne et la mauvaise foi, un souvenir extraordinaire de l'époque du droit oral, de l'oralité, c'est-à-dire de l'échange de paroles, alors qu'on n'avait pas encore inventé l'écriture. Mais c'est encore très très fort dans nos souvenirs et dans nos traditions et dans notre culture. D'où l'importance du mot foi, bonne foi, mauvaise foi, la foi en Dieu, etc. Je vous promets que je vous ai compris. Michel Serres, bonsoir, à dimanche prochain. France Info. France Info. Bonsoir Michel Serres. Bonsoir. Michel Serres, la semaine dernière, nous parlions de la promesse ou des promesses et vous distinguez la bonne et la mauvaise foi échangées dans les contrats et la foi au sens religieux.
Cette semaine, la fête. Nous sommes en pleine période de fête, Noël, le jour de l'an, un moment où ceux qui le peuvent et ne sont pas touchés par un mal peuvent se détendre, se rassembler en famille ou entre amis. Mais la fête, c'est toujours les vacances, le tourisme, les boîtes de nuit et les cabarets et restaurants. Et l'on dit, Michel, que les Français ne savent plus faire la fête, la font moins bien. Paris face à Berlin et Barcelone perd sa place, titrait Le Monde il y a peu. Est-ce que c'est injuste, Michel ? Je voudrais savoir d'abord ce que c'est que la fête. Il est intéressant de la définir. Et vous savez sans doute qu'il y a dans l'espace des lieux privilégiés. Et je voudrais parler du partage de l'espace. Savez-vous, Michel, par exemple, que le mot temple veut dire découper. Temno, ça veut dire découper en grec. D'ailleurs, atome, ça veut dire qu'il n'est pas découpable. C'est curieux d'ailleurs que temple soit le même mot qu'atome. Vous nous aviez dit ça lors d'une chronique. Voilà. Alors le temple découpe un endroit de l'espace, un endroit privilégié. Il est découpé de façon très simple. C'est qu'à l'extérieur, c'est profane et à l'intérieur, c'est sacré. Eh bien, une fête, c'est la même chose. Vous savez pourquoi ? Parce qu'au lieu de découper l'espace et faire des lieux privilégiés très très singuliers, alors on découpe le temps. Et le temps est découpé, et alors il y a des dimanches, et il y a des moments, où il y a des instants, où il y a des jours, où il y a des semaines, qui sont des semaines découpées dans le temps ordinaire. Les événements ne sont plus les mêmes, on fait autre chose. Il y a l'espace ordinaire, et le temple est un espace rare, et de la même façon, la fête est un temps rare dans le temps ordinaire. Et donc, ce sont des jours, des semaines ou des instants exceptionnels qui sont définis simplement parce que les règles se relâchent. Par exemple, les règles du travail, alors on se repose. Le dimanche. Ou les règles de l'économie, alors on fait des festins ou des bonbons extraordinaires. Ou des règles ordinaires de la société, il y aura moins de hiérarchie, il y aura moins de séparation, en particulier entre les sexes, on va danser, et ainsi de suite. Et donc, à ces moments rares, des moments qui sont rarissimes, on va précisément se rassembler dans des lieux aussi rares. C'est-à-dire, on va au temple, on va à l'église, on va sur les places publiques, on va au stade, on va en boîte, comme vous le disiez tout à l'heure. Et par conséquent, la fête, c'est un temps rare dans des espaces rares. Voilà, c'est le découpage qui est important. Voilà la définition. Et qu'est-ce qui nous est arrivé récemment ? C'est qu'avec la société de consommation, on a rendu, deuxièmement, absolument fréquent cette rareté-là. Et mon père disait, par exemple, qu'il avait travaillé toute sa vie pour obtenir le droit d'avoir du dessert le dimanche. Du dessert le dimanche. C'est-à-dire, une fois la fête, il faisait la fête, c'est-à-dire du point de vue de la bombance, le dimanche, c'est-à-dire ces jours exceptionnels. Et du coup, j'ai l'impression que l'homme de la consommation, qui aujourd'hui prend du dessert matin et soir, et pas le dimanche seulement, mais les jours de semaine... Et même à 4 heures. Vous vous rappelez, on disait autrefois la semaine des 4 jeudis. Je me souviens Ça voulait bien. dire précisément que tout le temps ordinaire serait un temps de fête. Et c'est un peu ce que veut dire la teuf. Chez nos enfants, chez les jeunes, la teuf, au fond, on a tendance à la faire tous les soirs, la teuf. Et j'ai l'impression que à faire la fête tous les soirs, ça devient de moins en moins la fête. Alors du coup, ça devient un peu fade, un peu addictif même. On commence à avoir un peu la drogue de la fête. Et si on prend le banquet matin et soir, alors c'est là qu'arrive l'obésité. L'obésité, c'est ça. Pourquoi ? C'est ça parce que les humains, autrefois, mangeaient et buvaient beaucoup les jours de fête. Mais si dans la société de consommation, on se met à manger et à boire beaucoup tous les jours, on oublie que le corps humain était fondé sur l'idée précisément du manque de tous les jours. Et par conséquent, il stocke beaucoup de graisse en cas de manquer. Et les gens de la société de consommation ont un corps qui continue à absorber beaucoup de graisse en cas de manquer. Et comme il n'y a pas de manque, l'obésité arrive. Alors d'une certaine manière, faire la fête tous les jours conduit à ce genre de risque. Alors c'est un peu contradictoire puisqu'on dit qu'on fait moins la fête et on est de plus en plus obèse. C'est ça, c'est-à-dire qu'on fait la fête en fait tous les jours. C'est ça la réponse que j'avais à votre question. Et je viens de dire qu'il est dangereux de rendre fréquente cette rareté. Eh bien, pour finir, je voudrais vraiment dire l'inverse, dire le contraire. Et puisque c'est le moment de Noël ou du premier de l'an, j'aimerais dire que malgré les travaux très durs de cette journée-ci reste pour moi une fête de l'aurore jusqu'à la fin du jour. Je voudrais dire que malgré mes insomnies et malgré l'inconscience où me plonge le sommeil, la nuit prochaine sera une fête du couchant jusqu'à l'aube. Je voudrais dire aussi que de la banquise au désert, des forêts à la mer, des pôles et tropiques jusqu'à l'équateur, la terre entière est une fête perpétuelle. Et que par conséquent, malgré les souffrances que j'ai pu avoir, malgré les obstacles et mes malheurs, la vie entière est une fête
de la naissance jusqu'à la mort. C'est très joli et vous l'aimez, votre nature, vous aimez vos paysages de glace, de montagne. Je crois que contrairement à ce que j'ai dit, en effet, la fête est non seulement fréquente, mais elle est perpétuelle, parce que la vie, la journée, la nuit, ainsi que la terre sont effectivement des fêtes perpétuelles. Eh bien, c'est une bien jolie fête et ça va bien avec Noël, avec le jour de l'an, la nature et les sapins et tous les autres arbres enneigés. Je voudrais quand même faire aussi la fête des sapins, parce que je regrette beaucoup, évidemment, qu'on les coupe par dizaines d'hectares pour les mettre quelques semaines après à la poubelle. Alors je vous propose une nouvelle fête des sapins. Au lieu de les couper et de les faire rentrer dedans, je voudrais qu'on se mette avec des vêtements de laine et des moufles et un beau bonnet. Qu'on aille les décorer dans les bois. aille les décorer dans les bois, exactement. Voilà. Et ça serait alors la fête des arbres, mais cette fête se passerait dehors. Eh bien, promenons-nous avec nos guirlandes. Michel Serres, merci. Je rappelle la récente sortie du tome 3 de nos chroniques. Bonsoir, à dimanche prochain et joyeux Noël à tous. France Info. France Info. Bonsoir Michel Serres. Bonsoir. Michel Serres, dimanche dernier, nous parlions de la fête et vous disiez que la vie, malgré ses souffrances, est une fête perpétuelle et vous demandiez pitié pour les sapins. Pour rester dans une atmosphère de fête, parlons aujourd'hui du bruit. Le bruit, c'est souvent le bonheur, c'est la vie. Le monde du silence est chargé d'angoisse. Le bruit, c'est la musique, la douceur des paroles et la poésie. C'est le son familier d'un outil ou du vent dans les branches. Nous avons besoin de bruit. Mais Michel, le bruit, c'est aussi l'agression, la foule. Ça peut être obsédant, ça peut tuer ou rendre malade. C'est donc aussi un mal de notre époque où le bruit de fond, parfois comme un parasite, nous cerne et nous accompagne presque partout à nous casser les oreilles. Alors Michel, quel est votre choix entre ces deux visions du bruit? Le choix est intéressant et difficile à former parce que la litanie par laquelle vous avez commencé, je pourrais la reprendre en disant que le bruit c'est le non-sens, le bruit c'est l'inverse de la musique. On pourrait dire aussi que le bruit c'est l'ordure de la musique et qu'au contraire le silence c'est ce qui permet l'extase, la pensée, la réflexion. Et du coup on pourrait en effet inverser votre litanie et dire les deux. C'est-à-dire qu'en effet le bruit de fond, on en a besoin pour la vie, notre organisme est tout le temps en train de produire du bruit de fond, et cependant, ce bruit-là n'a pas de sens. C'est-à-dire le seul bruit qui fasse du sens, c'est la parole, c'est la musique, mais ni la parole ni la musique ne sont du bruit. Et donc il faut bien réfléchir et essayer de penser le bruit alors qu'il n'a pas de sens. Est-ce qu'on peut comprendre le bruit alors qu'il n'a pas de sens? Et ça c'est très intéressant et j'ai mis beaucoup de temps à essayer de réfléchir sur ce point, c'est-à-dire donner du sens au non-sens. Et j'ai cru en pouvoir en donner dès lors qu'en écrivant Le Malpropre, je me suis aperçu que polluer, puisqu'on parle de pollution à propos du bruit, c'est s'approprier. Et du coup, la pollution par le bruit équivaut à la pollution par le sale, c'est-à-dire celui qui fait du bruit pollue les autres, s'approprie l'espace. Alors du coup, on parle souvent du bruit que font les techniques, etc. Et on en accuse les techniques, on accuse les productions des hommes, mais on n'essaie pas de voir pourquoi on fait du bruit. Et l'essentiel, c'est de comprendre cela. Alors j'ai tenté de le comprendre en partant des bruits les plus forts. Et en effet, il y a très longtemps, lorsqu'on a inventé le canon, par exemple, le bruit du canon terrifie, n'est-ce pas, et annonce le vainqueur, n'est-ce pas? Le vainqueur, d'ailleurs, avec le Te Deum, on tirait du canon, justement, pour célébrer la victoire en question. La cloche, le muezzin, annonce l'appropriation de l'espace par le religieux. Et autrefois, Georges Dumézil disait que nos sociétés étaient d'abord organisées par les prêtres, ensuite organisés par les militaires ou par les guerriers. Et en effet... Et dans les deux cas, à cause du bruit. Dans les deux cas, c'est Stentor qui gagne. Vous voyez, c'est la voix de Stentor, la voix du canon, etc. Et du coup, le bruit, en effet, c'est l'appropriation de l'espace. C'est-à-dire le vainqueur, le plus fort, s'approprie l'espace et le bruit a du sens. Alors là, c'est un outil réellement d'appropriation. Et maintenant que nous sommes sous le règne de l'économie, on peut de nouveau comprendre le bruit. Et en effet, les bruits les plus forts aujourd'hui sont les bruits des techniques les plus chères. En effet, les hélicoptères font un bruit d'enfer, les avions font un bruit... en gros,
avions et hélicoptères, c'est les bruits les plus forts, et du coup, en effet, ce sont les techniques les plus chères, etc. Et du coup, mais les autoroutes, les voitures, aussi, les trains... Les voitures font beaucoup moins de bruit que les hélicoptères et les avions, bien entendu. Aux mesures des décibels, c'est quand même eux qui gagnent. Et vous voyez bien que celui qui gagne, c'est toujours les plus riches, c'est toujours les plus forts, c'est toujours le canon, c'est toujours la cloche, c'est toujours le muezzin. Alors je crois bien que là, je peux rentrer dans le détail. Et ça m'intéresse beaucoup, le détail, parce que ça, c'est des vues d'ensemble, c'est des quantifications avec les décibels des bruits les plus forts qui, en effet, correspondent toujours aux vainqueurs ou aux plus riches. Mais si vous prenez le TGV dans les wagons où il y a silence, je suis toujours stupéfait que les hommes d'affaires téléphonent sous le panneau voiture silence. Et je voudrais dire à ces hommes d'affaires qui font du bruit, en effet... Il n'y a pas que les hommes d'affaires qui sont sans gêne, vous le savez. C'est surtout eux, parce que c'est eux qui prennent les premières. Et du coup, je voudrais dire que les étrangers qui sont là, et j'en connais beaucoup des étrangers qui sont là, disent qu'ils ne feront plus d'affaires avec les Français, tout simplement parce qu'on ne peut pas signer un contrat avec quelqu'un qui se moque aussi visiblement du droit, c'est-à-dire qui téléphone sous le panneau voiture silence, vous voyez. Et les deux roues qui font tant de bruit, alors que justement... Et ça, ce ne sont pas des hommes d'affaires. Ah non, ça c'est intéressant, s'ils propagent l'ego de la crise d'originalité juvénile. Et ça, c'est très intéressant d'analyser cela. D'ailleurs, on voit très bien que l'adolescent a besoin d'occuper l'espace pour affirmer sa personnalité. Et c'est de nouveau la même analyse. C'est-à-dire, on occupe l'espace pour se l'approprier. Les hommes d'affaires se l'approprient dans le wagon silence, les adolescents se l'approprient pour la crise d'originalité juvénile. Et si on terminait par les talons aiguilles? Oh, c'est délicieux, les talons aiguilles. C'est terrible, il y en a de plus en plus, comme vous le savez. Ah oui, de plus en plus. Et ces talons aiguilles qui donnent des coups de marteau sur la tête des passants, c'est extraordinaire. Là aussi, on voit très bien que les femmes, en effet, prennent un peu le pouvoir, prennent un peu l'occupation de l'espace. Joli bruit de mais femme qu'elles légère. pensent vraiment... avez-vous quelquefois été malade à l'hôpital et avez-vous entendu tous les jours ces coups de marteau qui sont donnés dans les couloirs et sur les places publiques? Avez-vous travaillé quelquefois dans des organisations publiques où il y a des gens qui sont toujours là et qui reçoivent ces coups de marteau sur la tête? Non, ce n'est pas la féminité qui s'annonce de loin, c'est la virago autoritaire et sadique qui vous donne des coups de pied sur la tête. Et je voudrais finir sur un point quand même. Et moi qui fais du bruit à France Info tous les dimanches, c'est terrible de penser ça. Moi aussi, j'occupe l'espace. Eh bien voilà, chers auditeurs, j'essaie de me faire pardonner par le sens de ce que je dis, le bruit de ma parole et de ma voix. Eh bien, je regrette que vous n'aimiez pas les talons aiguilles. Dommage, et à dimanche détestable. Prochain. Merci Michel. À dimanche prochain, en 2010, pour la bonne année. France Info. France Info. Bonsoir Michel Serres. Bonsoir. Michel Serres, la semaine dernière, nous parlions des délocalisations et vous nous disiez que du point de vue biologique, nous quittions dès la naissance le lieu de notre première habitation et qu'à partir de là, du point de vue juridique et religieux, les humains étaient ou localisés ou délocalisés sans cesse. Cette semaine, nous nous préparions à parler de la météo lorsque nous avons été saisis par le drame qui se déroule à Haïti. Un tremblement de terre qui anéantit des milliers de foyers, de bâtiments, provoquant des dizaines de milliers de victimes et plus encore de réfugiés. La nature n'est pas toujours si bonne et elle frappe sans discernement les riches et les pauvres, les bons et les méchants. Ce petit et pauvre pays n'avait pas besoin de cette nouvelle plaie. Imprévisible ou imprédictible, la seule réponse que l'on a, Michel, la solidarité, mais on n'est pas encore capable d'anticiper. Je veux bien parler des tremblements de terre pour 3 raisons. D'abord, porter témoignage, c'est-à-dire j'ai assisté moi-même à un tremblement de terre géant. Ensuite, parler du problème humain et du phénomène humain qui est catastrophique pour mes amis haïtiens, parce que j'ai beaucoup d'amis là-bas. Et ensuite, de parler de la prévision, puisque vous me posez cette question. Et d'abord, le témoignage. J'ai eu en effet, en septembre 89, l'expérience du fameux tremblement de terre Loma Prieta de 7,2. Et en effet, cette expérience est inoubliable pour la bonne raison que les murailles tremblent, que les hommes tombent, qu'on entend venant de sous terre une sonorité de tonnerre extraordinaire. Et donc, c'est une expérience absolument extraordinaire. On a l'impression, si vous voulez, qu'il y a sous terre un animal qui secoue son dos pour supprimer ces insectes qu'il a sur le dos qui s'appellent des humains. Rappelez-nous, Loma Prieta. Loma Prieta, c'était à Stanford, sur la faille de Sant Andrea, en septembre 89. Et le tremblement de terre a eu lieu 7,2.
Alors, il y a cette expérience-là, dont je rappelle, si vous voulez, le caractère inoubliable, mais il y a une autre expérience extraordinaire, c'est les aftershocks. C'est-à-dire, après le tremblement de terre géant, il y a des chocs d'après, pendant 8, 15 jours, quelquefois 3 semaines. Et à ce moment-là, le corps devient extraordinairement adapté et il comprend tout d'un coup si c'est un 4, si c'est un 5, si c'est un 3, si c'est un 6. Et le corps devient un sismographe absolument précis. Comme celui des animaux. On dit que les animaux sentent et pressentent les tremblements de terre. Peut-être. On le dit des animaux, je ne sais pas. Mais enfin, moi, j'ai expérimenté cela, c'est-à-dire je pouvais reconnaître quelle était l'intensité. Et la troisième chose que je voudrais dire, c'est le caractère de préparation. C'est-à-dire que 3 semaines après, 1 mois après, 2 mois après, 1 an après, je me préparais tous les soirs en me couchant à un tremblement de terre éventuel. Et puis, peu à peu, à mesure que le temps passe, on ne se prépare plus. Et évidemment, c'est là la catastrophe, parce qu'elle arrive au moment le plus imprévu possible, la dite catastrophe. Voilà l'expérience que je voudrais donner, mais cette expérience est à la fois corporelle et physique, et elle n'est pas complètement humaine. Et la seconde chose que je voudrais dire, c'est l'expérience humaine. Je voudrais parler d'Haïti avec beaucoup d'émotion parce que j'ai beaucoup d'amis là-bas, d'amis émigrés que j'ai rencontrés au Canada, en France ou aux États-Unis. Il y a une diaspora de Haïtiens faramineuse à travers le monde. Oui, et qui sont des gens quelquefois d'une culture raffinée, qui parlent un français quelquefois bien supérieur à notre dialecte à nous en France, qui parlent à la fois le créole et le français, et que j'admire beaucoup leur caractère, si vous voulez, d'hospitalité, de générosité. Et voilà, le phénomène humain, c'est le suivant. Un tremblement de terre ne frappe pas, comme vous l'avez dit, de la même façon les pays riches et les pays pauvres. Pourquoi ? Parce que, quelle que soit l'expérience que j'ai eue du 7,2 à Stanford et le long de la faille de Sant'Andrea, nous étions préparés. Pourquoi ? Parce que les bâtiments sont relativement antisismiques, que les bâtiments sont mieux construits, que les ponts sont plus solides. D'ailleurs, Vinci, par exemple, sur un terrain absolument sismique qui est le golfe de Corinthe, a construit un pont extraordinaire qui est totalement antisismique. Enfin, on le verra bien, mais il est taré à 9 ou 9 au-dessus de 9. De l'échelle de Richter. Donc là, si vous voulez, entre le Japon, la Californie, les pays préparés, si vous voulez, à l'événement sismique, sont de loin très très distincts des pays pauvres où évidemment les constructions sont beaucoup plus fragiles, où les bâtiments sont non tarés à la précaution en question. Et donc là où nous avons eu 2 ou 3 morts, il y en a 10 000 dans les pays pauvres. Et là, il y a une inégalité foncière et humaine devant les phénomènes naturels. Et alors, la prévision chez nous, en France, on en annonce, mais est-ce qu'on est prêt ? Alors voilà, la troisième chose, c'est la prévision. Il faut réfléchir beaucoup à cette prévision, parce qu'évidemment, il y a une science très très précise où beaucoup de Français sont illustrés, en particulier M. Le Pichon, qui a été un de ceux qui a inauguré la théorie des plaques. Alors vous savez sans doute que la cause du tremblement de terre, c'est le mouvement des plaques tectoniques qui sont des kilomètres en dessous de la surface de la Terre. Et là, on peut désigner de façon précise et décrire de façon précise quels sont les mouvements. On les mesure parfaitement. Par exemple, on sait aujourd'hui que la plaque italienne ne tape plus complètement sur les Alpes et que les Alpes sont en train de s'effondrer. Non pas de s'effondrer, mais de baisser en altitude. Pourquoi ? Parce qu'on sait mesurer le mouvement des plaques, on sait le mesurer pour le Japon, Mais ça se fait sur des dizaines de milliers d'années ou sur des centaines d'années, des milliers d'années. Non, c'est quand même, on le sait mesurer par an. On sait mesurer la progression par an. L'effet... Et du coup, on connaît très bien la cause, de plus en plus la cause, mais l'effet, évidemment, on ne peut le prévoir que sur une échelle de temps assez large, c'est-à-dire 5 décennies, 10 décennies et quelquefois un siècle. Alors, vous me posez la question de la prévision, je répondrai, du point de vue physique, la prévision existe, mais on va dire par exemple que le prochain Big One sur la faille de Sant'Andrea aura lieu dans une échelle séculaire. Dans 100 ans, peut-être l'année prochaine, peut-être dans 99 ans. Alors du coup, ce qui est physiquement exact devient humainement pas très intéressant. C'est-à-dire au fond, qu'elle ait lieu la semaine prochaine ou qu'elle ait lieu dans 100 ans, pour nous, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On ne peut pas se préparer vraiment. On peut pas se préparer. Alors du coup, ce que je vous disais tout à l'heure dans l'expérience, que je me prépare, puis je ne me prépare plus, eh bien voilà, lorsqu'on a une prévision de ce genre, on ne peut plus se préparer. Et du coup, la catastrophe advient comme si elle était imprévisible. Elle est prévisible du point de vue physique, mais du point de vue humain, tout se passe comme s'il était imprévisible. Et du coup, ça explique tout à fait la catastrophe qui est arrivée à nos amis haïtiens, que je plains beaucoup et sur lequel je pleure avec beaucoup d'amitié. Michel Serres, merci. Merci. Bonsoir, à dimanche prochain.